Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus assez nombreux et nombreux pour le spectacle et pour le bord de plateau qui s'ouvre maintenant, le bord de plateau étendu, qui consacre comme ça la discussion, la rencontre qui s'inaugure. Je m'appelle Colin Paliche, je travaille pour le Centre de compétences en durabilité ici à l'UNIL et pour la Faculté des Lettres, et je m'occupe en particulier du festival, avec ma collègue fantastique Elia Fischer, qui est juste là, du festival Écotopial, le festival donc des imaginaires et des récits écologiques de l'UNIL, dans lequel s'inscrit cette soirée. Dire deux mots pour d'abord pour remercier évidemment toutes les équipes de ce magnifique théâtre de la Grande Unile de nous accueillir encore une fois, puisque c'est le deuxième événement cette semaine des Écotopiales à la Grande Unile dans ce cadre-là. C'est toujours un immense plaisir de pouvoir collaborer avec ce théâtre. Un petit mot aussi, bien sûr, pour remercier tous nos partenaires institutionnels et culturels à l'UNIL et à la ville, et pour vous dire que le festival eh bien, continue demain à partir de 9h30 à Plateforme 10, une grande journée de recherche-création, avec des conférences, comment les artistes repensent nos manières d'habiter la Terre, et une deuxième journée donc, qui sera la journée conclusive, qui se terminera par une grande soirée au Théâtre de Vigy, avec entre autres Camille de Toledo, autour d'un spectacle, autour d'une perspective qui s'intitule Quand les fleuves prennent la parole. Voilà. Avant de présenter notre panel prestigieux de ce soir, je passe la parole à mon tour à M. Benoît Lecoing, qui est donc vice-recteur transition écologique et campus à l'UNIL, pour dire quelques mots des Écotopiales, j'imagine, et peut-être aussi d'autres choses. Merci Colin, bonsoir à toutes et tous. Pour dire quelque chose de la part de la direction de l'université, en fait, puisque nous sommes dans une université. Et l'université, c'est une institution scientifique qui développe des savoirs qu'elle cherche à diffuser au sein de la société, et en premier lieu en formant des étudiants et des étudiantes, mais également en entrant en dialogue avec le public, comme lors de ce festival Les Écotopiales. Et parmi les savoirs sur lesquels nous pouvons nous appuyer, il y a le fait que la mince couche sur laquelle toutes nos activités se déroulent sur la surface de la Terre, cette mince couche de quelques kilomètres qu'on appelle la biosphère, ou encore la zone critique, là, à l'échelle globale, certaines activités humaines sont capables, par leur développement, de changer la trajectoire de toute la zone critique. Et l'une des plus connues de ces activités humaines, c'est la combustion des énergies fossiles, qui est notamment l'origine de ce qu'on appelle un effet de serre. On en a besoin, mais quand il commence à s'emballer, ça devient problématique. Et ce n'est pas la seule, on pourrait aussi parler des activités industrielles et agricoles qui déstabilisent le cycle de l'eau, celui de l'azote, qui détruit la biodiversité, etc. Peut-être que Jérôme Hamon va en parler tout à l'heure. En fait, nous savons tout cela. Et paraphrasant Jean-Pierre Dupuis, nous essayons ici, à l'UNIL, de croire à ce que nous savons, hein, Daniel. Et croire à ce que nous savons, c'est essayer de prendre des décisions qui tiennent vraiment compte des savoirs scientifiques les plus récents. Et comme direction de l'université, notre rôle consiste, pendant le temps de notre mandat, à définir, en fait, la trajectoire de l'institution. Et c'est ce que nous faisons depuis de nombreuses années. Nous travaillons sur ces questions qu'on appelle en gros transition écologique, durabilité. Et nous avons mis en place toute une série d'initiatives pour tenter de faire de cette université, de notre institution, une institution plus durable. Et puis, il y a quelques années, à peu près 4 ans, 5 ans, on s'est demandé si nous étions vraiment à la hauteur de l'enjeu. Nous nous sommes demandé si collectivement nous faisions ce qu'il faut. Pas seulement ce que nous pouvons, mais ce qu'il faut. Et pour le savoir, nous avons calculé de manière lucide et sérieuse à quel point nous contribuons à perturber cette trajectoire de la zone critique. Dit autrement, nous avons calculé notre contribution à la perturbation des limites planétaires. Nous avons en fait calculé la distance entre nos trajectoires, avec tout ce que nous faisons depuis des années, et celle qui nous conduirait vraiment à l'intérieur des limites planétaires. Et le résultat, il est sans appel. Nous sommes loin du compte et nous devons donc changer assez radicalement notre pratique, nos pratiques,
Et la question, évidemment, qui se pose maintenant, c'est comment fait-on une université qui continue de faire de la recherche, et quelle recherche, qui continue de diffuser des savoirs auprès d'étudiants et d'étudiantes, et qui continue à alimenter les débats de société, et ceci quand il faut changer radicalement de trajectoire. Alors nous avons fixé des objectifs, et tous et toutes ensemble, nous avons essayé nous sommes en train d'essayer de changer nos pratiques quotidiennes. Alors pour opérer ces différents changements, ce ne sont pas seulement des solutions techniques ou réglementaires qui sont nécessaires, il faut aussi passer par nos imaginaires, par les mots, par nos représentations. Il faut imaginer ce monde tout autre, en parler ensemble, essayer, se tromper et recommencer. Et un festival comme les Écotopiales, ça sert à ça. Et l'équipe des Écotopiales, que je remercie très chaleureusement au nom de la direction, vous propose depuis le début de la semaine, mais surtout ces 3 prochains jours, tout un tas d'activités, et il semblerait que cela corresponde à une attente, puisque vous êtes toutes et tous là, si nombreux. Alors, ça signifie peut-être que dans nos tentatives, nous ne faisons pas complètement fausse route. J'aimerais vous remercier toutes et tous très chaleureusement pour votre présence ce soir et vous proposer de poursuivre avec nous cette tentative de bifurquer notre trajectoire commune. Merci beaucoup de votre attention. Alors pour prolonger cette éventuelle bifurcation, nous avons ce soir un panel absolument prestigieux de chercheuses et de chercheurs. D'abord Daniel Chaperon, que je vais présenter, et ensuite je passerai la parole à Aurélien Mignon qui s'occupera de la modération. D'abord Daniel Chaperon, professeur de littérature française ici à l'UNIL et en particulier au Centre d'études théâtrales. Gaël Giraud, vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS. Vous avez beaucoup travaillé notamment sur la notion de commun, mais pas seulement, vous êtes aussi théologien, docteur en théologie et docteur en économie. Olivier Amand, vous êtes biologiste, biophysicien, directeur de l'Institut Michel Serres à Lyon et chercheur à l'INRAE de l'École normale supérieure de Lyon. Vous avez beaucoup travaillé sur les plantes et c'est peut-être aussi de là que vous est venue l'idée que vous travaillez actuellement autour de ce concept de robustesse. C'est la raison pour laquelle nous avons essentiellement intitulé cette soirée « S'inspirer du vivant pour construire un monde robuste ». Point d'interrogation. On va peut-être essayer de répondre à cette question. Et la rencontre sera modérée donc par Aurélien Mignon, chargé de projet Art Science, ici à la Grange UNIL, à qui j'ai le plaisir de passer la parole tout de suite. Merci beaucoup, Colin. Bienvenue à toutes et tous à la Grange. En 30 secondes, la Grange, c'est un petit peu le laboratoire Arts et Sciences de l'Université de Lausanne. Donc en gros, c'est l'endroit où, si vous êtes chercheur ou chercheuse ici à l'UNIL et que vous avez envie de prendre un peu l'air, c'est une des portes à laquelle vous pouvez venir taper. Ce qu'on fait notamment, en fait, c'est d'organiser des rencontres entre des personnes qui ont plutôt des trajectoires scientifiques et des personnes qui ont des trajectoires plutôt artistiques pour créer des projets, créer des rencontres, faire apparaître tout un tas de choses. Je suis dans une position un peu scoliose étrange comme ça. L'idée c'était en partie de vous voir, et puis je me retrouve finalement à regarder ce poteau. C'est le danger des compromis. Alors, ce qu'on va faire un petit peu rapidement, c'est de discuter ensemble. Rapidement, comme le veut la tradition ici à la Grange, on va commencer par réagir un petit peu à la proposition artistique qu'on vient de voir. Puis on discutera rapidement je dis rapidement de tout parce qu'en fait le temps est compté, mais on discutera de la question de l'art plus généralement, peut-être de la création artistique aujourd'hui et de ses intérêts ou de ses enjeux par rapport aux problématiques qui nous occupent. Puis on continuera vers la notion de robustesse, mais en s'autorisant à ouvrir peut-être plus loin, à penser la robustesse aussi dans des cadres socio-économiques, au-delà évidemment de la question purement culturelle. Puis on terminera en réfléchissant plus librement sur la notion de commun et à la question de l'anthropocène, même si en fait cette question va sans doute nous accompagner tout du long. Puis évidemment, on ouvrira les questions au public et on ira boire des coups. Voilà le programme. Je commence donc par vous donner la parole, par vous faire réagir peut-être sur le spectacle qu'on vient de voir, en commençant par Daniel, si ça te va. Est-ce que mon micro fonctionne? Oui. Alors je pense que comme vous tous, vous avez pu constater que le spectacle était une magnifique surface de projection
de tout ce que l'on pouvait imaginer ou lire par rapport à ce qui nous était proposé. Moi, j'ai particulièrement apprécié un espace qui était très déstructuré, enfin le plus déstructuré possible, car après tout, la grange reste très frontale, mais l'idée que l'espace n'était pas dessiné. Et j'ai beaucoup aimé aussi ces corps dont je n'ai pas su s'ils étaient mous ou articulés, chitineux ou unicellulaires ou pluricellulaires. Enfin, ils variaient beaucoup au cours de la représentation. Et à vrai dire, je me suis même demandé à un moment donné s'ils étaient forcément vivants. Il y avait parfois pour moi un aspect soupe primordiale de la post-Big Bang avec la nucléosynthèse primordiale, et il m'a semblé voir des protons et des neutrons commencer à entrer en interaction. Donc ce n'était pas forcément des vivants pour moi, dans la mesure où ce qui m'a semblé le plus important, dans ce que je me suis raconté, les pauvres artistes vont faire des petits bonds, c'est que j'ai vu des individualités qui étaient apparemment équipées pour entrer en interaction, comme des pièces de puzzle, mais qui n'avaient aucune intention de le faire, ou aucune finalité, en fait, de former entre eux des édifices ou des configurations qui étaient toujours provisoires. Et j'ai trouvé particulièrement fort d'avoir résisté à l'idée de construire un spectacle où il y avait un objectif, c'est-à-dire que quelque chose se construisait, bon, vaguement quand même un peu ici, ce que j'ai presque regretté, alors, mais je pense qu'on peut rien le détruire, mais que dès lors qu'il y avait un petit amas, imbriqué, plus ou moins apaisé ou conflictuel, il était fait pour se défaire. Voilà, peut-être que quelque chose du vivant ou même de la matière a peut-être pas de finalité. On peut se poser cette question aussi. Nous qui sommes des amas, des amas. Des amas. Ça dépend des jours. Oui, ça dépend des jours. Aujourd'hui, par exemple, des amas assez complexes, mais somme toute très provisoires, et peut-être pas en tant que tel une finalité absolue pour l'univers qui est le nôtre. Voilà, j'en reste là, des élucubrations immédiates. Oui, je peux prendre la suite, ça va, vous m'entendez? Bon, bonsoir à tous et à toutes. Marhaba pour les Palestiniens qui nous écoutent, et en solidarité avec eux. Et puis, comme il y a quelques Uriquois, Quetenorvik, voilà, buenas noches, j'ai entendu un accent espagnol intéressant de la part de l'une de nos danseuses. Alors, j'ai une lecture de ce spectacle que j'ai trouvé très beau, assez proche de la vôtre et en même temps de certains points de vue complètement différents. Donc je dirais, pour faire très rapidement, moi je me suis raconté une histoire qui est comment apprendre à être humain dans ce récit. Donc pour moi il y a quand même un récit, avec la soupe originelle, enfin, qui était une espèce d'amas informe, dont tout le monde finit par être exclu. Voilà, donc il y a une séparation originelle. Et puis le reste de l'histoire, c'est comment ces êtres-là vont apprendre à se relier les uns aux autres d'une manière qui soit un peu coordonnée. Alors il y a plein d'essais dans tous les sens, plus ou moins fructueux, comme vous disiez, il n'y en a aucun qui a l'air de fonctionner vraiment. De temps en temps, on se demande en effet si ce sont des machines, donc il y a un apprentissage de ce que c'est qu'être humain qui passe par l'apprentissage de ce que c'est que de ne pas être une machine, semble-t-il. Et puis à la fin, il y a quand même cette danse ensemble sur une musique qui est coordonnée, donc tous ces corps finissent par être coordonnés par quelque chose qui est absolument invisible, qui sont les ondes électroacoustiques qui les relient entre eux, qui est la musique. Voilà. Et donc, de mon point de vue, c'est ça l'apprentissage. Au milieu, il y a une espèce d'entrée dans le symbolique, puisqu'on voit quand même tel ou tel personnage qui prennent les objets qui sont là-bas, et qui se les échangent, qui les assemblent. Donc, on se dit, bon, on entre dans le monde symbolique, voilà, on n'est pas que dans l'organique. Et puis à la fin, on est dans la musique qui coordonne tous ces corps par un lien invisible. Voilà, c'est ça que j'ai repéré dans cette histoire. Je vais essayer de faire la synthèse, parce que j'ai vu un peu les deux. Alors,
Mais en fait, pour moi, il y a dans ce spectacle, alors, moi, en fait, alors, le biologiste de service, j'ai reconnu mes cellules, mes molécules, j'avais l'impression d'être devant le microscope. Hein. Alors, c'est parce que moi, je suis plutôt à l'échelle moléculaire et cellulaire, donc c'était mes repères, mais en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est cette idée que vivre, c'est réagir. Vivre, c'est résister. Et là, en fait, il y avait de la résistance, de la réaction en permanence. C'était toujours du dialogue par la réaction. Et il y avait aussi cette idée du bancal. Justement, en l'absence de finalité, c'est aussi d'être bancal en permanence. La vie, c'est le mouvement. Bah, pour être en mouvement, il faut être bancal. Si on n'est pas bancal, on ne bouge pas. Et ben là, c'était bancal, c'était bien cinglé quand même. Et ça, c'est voilà, ça, c'est la vie. Ça. Là, il y a la tension. Ça, c'est vivant, quoi. Et aussi, je fais un petit peu bullet points pour ne pas être trop long. Mais il y a aussi un truc qui m'a frappé dans le spectacle, c'est justement, c'est un peu le « je suis parce que nous sommes », la philosophie Ubuntu, qu'on voit beaucoup dans le vivant, et qui est donc en fait un danseur, mais je pense qu'on les appeler des acteurs en fait, hein, parce qu'ils incarnaient au sens presque littéral du terme le vivant. Quand ils dansaient seuls ou en groupe, on avait des mouvements similaires, auto-similaires. Et ça, l'autosimilarité, c'est une grande propriété du vivant. Si vous observez des molécules ou des écosystèmes, vous allez trouver des mouvements, une esthétique du vivant qui se transpose à travers les échelles. Et ça, ce qui fait souvent ce lien, c'est justement ce côté bancal, ce côté imprévisible, aléatoire, hétérogène. Et ça, c'est en commun à toutes les échelles. Et là, cette autosimilarité, on l'a trouvée. Et donc, c'est Holobiont, finalement, enfin, le « je suis parce que nous sommes », il est aussi incarné comme ça. Et peut-être un petit dernier point, je fais vraiment ma série, mais c'est très riche hein, comme spectacle. En fait, j'ai presque envie de dire que c'est ce que j'essaie de faire passer dans le vivant, quand je parle du vivant robuste, pas performant, etc. C'est ça que je veux raconter. C'est ce que je vois, moi, sous mon microscope. J'essaie de faire passer, et là, je trouvais que c'était très bien incarné. Et notamment, il y a aussi presque une mise en abîme de la proprioception. Alors, c'est un peu ronflant de le dire comme ça, mais la proprioception, c'est la perception du soi. Donc les êtres vivants se perçoivent en permanence. Une bactérie perçoit sa forme. Un léopard perçoit sa forme. Nous percevons notre forme, il suffit de plus bouger le bras et on ne perçoit plus son bras. En fait, ça c'est la perception. Mais ce qui fait ça c'est la proprioception. Ce qui fait la proprioception, c'est le fait de bouger. Quand on ne bouge plus, on ne se perçoit plus. Et là, vous voyez, en fait, ça a été presque une démonstration de la proprioception et c'est un peu une mise en abîme parce que dans... Oui. J'essaye du coup. Oui, voilà. Quand on ne bouge plus, il faut le faire voilà, en bougeant plus. Alors, il ne faut pas avoir de crampes, rien du tout, mais au bout d'un moment, si on dit qu'on a perdu son bras, on va le faire. Hein. C'est vraiment... Et donc, c'est un peu une mise en abîme parce que finalement, dans la chorégraphie, dans la danse, ce qui fait, c'est beaucoup de proprioception, beaucoup de perception du soi dans la chorégraphie, dans l'espace, exactement. Donc, voilà. Et donc, on est l'Anthropocène, hein, c'est le moment de la proprioception planétaire. C'est le moment où les humains se rendent compte qu'ils perçoivent la Terre. Et donc, il y a plein de dimensions, plein de dimensions à ce spectacle. Je vais m'arrêter. La virtuosité, c'est de nous faire passer cet espace pour un peu visqueux. Je ne sais pas si vous avez senti cela, enfin plein et pas vide. Hein, d'où le fait que la soupe, quelle que soit la soupe, mais effectivement, c'était assez fort par la danse de nous faire sentir un milieu variable aussi en fonction de la musique et de l'éclairage, parce qu'il y avait des circonstances semblaient changer, enfin le milieu semblait sujet à modification et changement. Alors je m'en tiens à cette idée qu'il y avait... Enfin, c'est une question en fait, parce que synthèse, antithèse, thèse, antithèse, synthèse, on n'y arrivera pas. Mais est-ce qu'il y avait une esquisse d'évolution qui nous a été présentée du début jusqu'à la fin? Alors c'est vrai que les bruits presque de poissons ou d'oiseaux, de savanes, pouvaient superposer à cette échelle-là de la biologie toutes sortes d'autres créatures plus complexes. Alors, je me pose la question de savoir si l'horizon, c'était l'humain, comme soi-disant stade le plus évolué à cet égard. Voilà. Non, vous êtes bien gardé de le dire. Mais il y a eu des murmures,
des morceaux de paroles embryonnaires. Donc c'est vrai que les autres vivants étaient là, en tout cas virtuellement, dans la bande-son. Est-ce qu'on continue à parler de culture un peu plus largement? Je vous épargne ma biographie, parce qu'on s'en fout, mais une info. Ces 10 dernières années, ça m'est arrivé plein de fois de me demander en fait, pourquoi est-ce que je m'obstine à encore faire de l'art ou à produire de la culture. Je pense qu'il y a 10 ans, c'était par éco-anxiété. En ce moment, la facho-anxiété reprend le dessus. Enfin, voilà, on ne sait jamais trop, mais on se dit finalement à qui est-ce qu'on s'adresse encore, à quoi ça sert, à vous, visiblement. Et peut-être plus généralement dans vos perspectives en fait, de scientifiques à vos différents endroits. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir recours à la création artistique et pourquoi? Puis peut-être commencer encore une fois par Daniel et après, promis, j'arrête de commencer par toi. Toi, tu as beaucoup travaillé notamment sur comment est-ce que les théâtres aujourd'hui, les scènes contemporaines aujourd'hui, intériorisaient cette question d'anthropocène en fait, et cette transformation de nos rapports à la Terre. Voilà, j'ai un problème. Le théâtre, c'est mon objet, donc je ne vais pas m'y substituer. Et surtout pas prétendre en faire moi-même. Donc je m'interroge forcément de la même façon que toi. Alors je parle du théâtre, mais on pourrait parler des autres arts, bien sûr, mais moi je dirais que s'il y a une capacité ou une faculté, j'ose plus dire capacité, enfin on discutera après sur l'efficacité, une capacité à déconstruire en fait les représentations. Parce que là, on parle beaucoup de notre manque de représentation qui soit adéquate, mais pour essayer de nous représenter ce que nous devons croire et pas seulement savoir, et donc on appelle à de nouveaux récits, à éveiller de nouvelles sensations, perceptions, émotions. Mais on sent bien qu'il faut qu'on en passe par la déconstruction de beaucoup de représentations antérieures. Donc peut-être qu'avant même de construire de nouvelles représentations, en tout cas simultanément, on doit déconstruire les précédentes. Déconstruire, c'est vite dit, parce que nous en vivons depuis plusieurs siècles, et nos institutions comme l'université en sont le fruit. Nos sociétés en font le fruit. Enfin, c'est comme si on nous demandait de scier la branche sur laquelle on est assis. D'ailleurs, c'est très bien ces petits sièges au perché qui ont une petite pente glissante vers l'avant, c'est super. Bref, mais vous voyez le travail. C'est vrai que parfois on préfère en rire, mais enfin, en tout cas, dans les arts de la scène, ça fait à peu près un siècle qu'on élabore toutes sortes d'outils de destruction des formes. Donc ça, on sait faire. Parce que, effectivement, depuis le siècle des avant-gardes, on remet en question les vérités, les critères de beauté, les valeurs, et la scène devient une sorte d'espace de dissection de ces figures. Voilà, mais là, ça va plus loin. Ça va plus loin parce qu'il faut vraiment remettre en question notre ontologie, notre représentation de l'être humain, notre rapport sujet-objet, nos rapports à l'action humaine. Est-ce que nous sommes les seuls agents sur Terre? Le théâtre, il est fait au départ pour représenter l'action humaine parce qu'il était bien entendu qu'il n'y avait pas d'autre action autre qu'humaine. Et voilà qu'on doit se poser la question des autres agents. Enfin bref, le travail, il est profond, même si on est assez outillé dans le domaine des arts et du théâtre en particulier, il faut aller encore plus profond. En l'occurrence, je trouve que le tapis de scène sur lequel on n'a pas le droit de mettre une bouteille d'eau, surtout en plastique, le tapis de danse, c'est à peu près l'épaisseur de la zone critique, je pense. Fragile, donc. Et puis, je ne sais pas si vous sentez qu'on commence à chauffer parce qu'il y a trop de projecteurs allumés. Et pourquoi est-ce qu'il y a trop de projecteurs allumés? C'est parce qu'il y a une caméra qui est en train de tourner. Et cette caméra, elle va faire quoi avec ce qu'elle est en train de tourner?
Elle va aller occuper la bande passante sur notre site de l'université. Enfin voilà, vous voyez, il y a du boulot. Et je passe la parole à mes camarades scientifiques pour continuer la discussion. Oui, je veux bien me ranger dans l'eau des scientifiques, parce que moi j'ai fait une thèse de maths en fait au départ. Pour répondre à la question, moi je dirais deux choses. La première, c'est en fait ce que je vous aurais dit il y a 10 ans, quand j'étais économiste en chef de l'Agence française de développement, qui est une banque française qui finance des projets de développement dans les pays du Sud, c'est on a un énorme problème autour de la bifurcation écologique qui est que personne n'a d'imaginaire de ce à quoi pourrait ressembler une société décarbonée en 2050, pour dire les choses. Et donc, a fortiori, c'est difficile de la rendre désirable, puisqu'on n'arrive pas à l'imaginer. Alors, pour faire des dystopies sur le monde après la catastrophe, ça, on est super fort, mais pour imaginer un monde qui fasse envie, et qui donne l'impulsion pour faire les premiers pas aujourd'hui, en vue d'arriver à cet horizon-là, c'est compliqué. Et donc, à l'époque, j'avais lancé, je pense que c'était une grande première à l'AFD, une très belle maison, mais qui est une maison dont le surmoi est celui des ingénieurs, plutôt école des ponts, école des mines, ce genre de choses, des thèses de littérature, pour réfléchir à ce à quoi peut ressembler une société décarbonée. Donc, en ce sens-là, je dirais, disons, l'expression artistique est fondamentale, y compris du point de vue du projet politique de la transition. Mais si je dis ça, j'ai un rapport un peu instrumental à la culture, aux arts, au théâtre. C'est-à-dire, je dis, bon, vous êtes intéressant tant que vous servez le projet politique pour lequel je travaille. Bon. Or, je crois que ce n'est pas juste vis-à-vis de l'expression artistique. Donc, j'ai un autre élément de réponse qui est le suivant. Je crois que toute activité scientifique, fondamentalement à la racine, a quelque chose de commun avec toute activité artistique, qui est la chose suivante. Et alors, c'est une manière de faire image, mais ce n'est pas que une image, je pense. C'est le jeu des enfants. Alors, il y a un psychanalyste anglo-saxon, et je parlais de psychanalyse avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps, tout à l'heure, dans la salle, qui s'appelle Donald Winnicott, qui, dans un très très beau livre qui s'appelle Jeux et réalité, a regardé comment les enfants jouent. Et ce qu'il a vu, c'est que quand on joue, quand nous avons tous joué, enfants, entre 0 et je ne sais pas quel âge, 12, 13, 14 peut-être, nous avons créé un espace imaginaire dans lequel, d'une certaine manière, nous étions dans un espace intermédiaire entre le réel qui nous fait face et notre imaginaire, et les désirs qui traversent notre imaginaire. Et dans ce lieu-là, dans ce lieu intermédiaire, il y a une négociation qui est possible entre la réalité et mon désir. Et l'enfant fait l'expérience que la réalité ne se conforme pas complètement à son désir, mais que son désir lui permet de la transformer quand même. Rappelez-vous, on dirait que tu es papa et que je suis maman et on va jouer à la dinette. Bon, ça, c'est exactement ça. Hein. Et alors, ce que dit Winnicott de manière très intéressante, c'est à un certain moment, souvent, l'enfant qui joue se met en colère et casse son jouet. Pourquoi? Parce qu'il constate quand même que la réalité ne se plie pas entièrement à son désir. En fait, ce moment-là est fondamental pour qu'il accède à l'âge adulte, c'est-à-dire qu'il comprenne qu'il n'est pas tout puissant sur cette planète, et qu'il y a une réalité en face de lui qui est une bonne nouvelle, qui est une source de joie, de plaisir, de bonheur, mais qui n'est pas conforme immédiatement à son désir. Voilà. Et je pense que l'activité scientifique relève du même jeu, et l'activité artistique aussi. C'est-à-dire que l'artiste crée un espace intermédiaire de négociation dans lequel son désir peut s'exprimer et entrer en négociation avec la réalité des autres qu'il convoque à son activité artistique. Le scientifique, à mon avis, fait exactement la même chose. Hein. Le matheux, c'est très clair, on pourrait croire que non, mais pensez à un grand mathématicien comme Grothendieck, Alexandre Grothendieck, c'est exactement ce qu'il a passé sa vie à faire, à construire des mondes mathématiques dans lesquels son désir de vie pouvait s'exprimer et se confronter à un réel qui lui est étranger, qui est, disons, la rigueur cohérente, logique, de ce qu'on peut construire en mathématiques. Voilà, je crois que c'est ça qui est commun à la fois à la science, aux sciences et aux arts. Moi, j'ai plutôt insisté sur les différences. En effet, il y a des liens. Alors pour moi, on est dans un moment de questionnement. Enfin, très clairement, on est dans un moment où les questions sont presque plus importantes que les réponses. Enfin, sont plus importantes que les réponses. Et la démarche scientifique, c'est observation, raisonnement, conclusion. Hein, si on doit le résumer en 3 mots, observation, raisonnement, conclusion. Alors ça marche très bien. Hein. Ouais, quand on est scientifique, ça produit des résultats, ça produit des théories, des théories robustes. Ouais, donc tout ça, ça marche très bien. Il y a juste un problème, c'est que le focus est sur la conclusion. Et donc si on n'utilise qu'une démarche scientifique, le risque, c'est d'apporter des excellentes réponses à des très mauvaises questions.
Et à vrai dire, on est dans un monde où on voit aujourd'hui des vraiment excellentes réponses à des très mauvaises questions. Un exemple typique, c'est l'usine de capture directe du CO2 en Islande. Voilà, ça c'est une excellente réponse à une vraiment très mauvaise question. Ça privatise le carbone, c'est une opportunité économique, ça n'a plus rien à voir avec la géo-ingénierie positive si ça existe. Hein, mais... Alors, ça c'est la démarche scientifique qui a alors, plein d'atouts, mais elle a ce défaut-là, c'est que le focus est sur la réponse. La démarche artistique, si on doit la dire en 3 mots aussi, c'est un peu pareil, en fait ça commence pareil, c'est observation, raisonnement, question. L'artiste, on peut le dire en une phrase, un artiste c'est un paratonnerre qui est touché et qui génère du trouble. Et donc en fait c'est quelqu'un, un projet, c'est un groupe qui génère des questions. Et alors dans un moment où collectivement nous sommes tous et toutes dans une dérive sectaire de la performance, au sens efficacité-efficience, hein, ouais, et bien, il va falloir dérailler, il va falloir faire la déprise sectaire. Pour faire cette déprise sectaire, ça ne se fera pas avec des bilans carbone. Ça se fera avec des moments d'arrêt où on fait face à ces dissonances. Et donc où on est troublé, où on est perturbé. On n'est pas bien, hein, quelque part, hein, mais où on s'arrête et on déraille. Pour tourner, pour bifurquer, il ne faut pas juste mettre son clignotant. Hein. Il faut s'arrêter. Et ensuite, on tourne. C'est pareil, là. Donc, comment on fait pour créer des moments d'arrêt? Alors, il y a le burn-out, hein, une maladie, il y a plein de façons hein, de s'arrêter. Mais, bon, les artistes nous proposent autre chose, qui est quand même quelque chose d'un peu plus joyeux. C'est un moment d'arrêt, voilà, du jeu, en fait. Du jeu d'arrêt. Et dans cette course folle en accélération, pour moi, c'est un des lieux d'interaction très fertile entre art et science, c'est dans l'arrêt. Moi, j'aurais tendance à capter l'électricité avec le paratonnerre et conduire le courant pour aller faire péter plus loin. Et pas me contenter juste de l'arrêt. C'est-à-dire que l'art, c'est aussi une façon de faire péter, par exemple, ce modèle de la planification orientée vers un objectif. Et finalement, dès lors qu'on a remis en question justement le modèle du récit, par exemple, c'était bien pour mettre en question début, milieu, fin. Et cette obsession finalement d'arriver à un point qui est fixé d'avance, et quelles que soient les circonstances, quels que soient les changements, on gardera l'objectif en tête et on ignorera totalement tout ce qui se passe parce qu'on a en ligne de mire un objectif. Il y a des guerres qui se sont perdues comme ça, et comme nous sommes à peu près en guerre, nous sommes totalement en guerre contre nous-mêmes, on va perdre parce qu'on a justement des objectifs qui sont fallacieux. Donc on va tenir absolument ce modèle de planification, la modélisation, etc. Et en fait, pour moi, le paratonnerre, il est aussi pour faire péter ces modèles. Mais est-ce qu'on peut en substituer un autre? Je ne sais pas. Mais il y a vraiment une nécessité de ne pas être seulement impose, mais d'être plus agressif et puis de remettre en question la structure même qui nous aide à penser jusqu'à présent. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Si, tout à fait. Mais pour moi, l'arrêt est subversif parce que justement, on est en accélération. C'est un peu la reine rouge, mais qu'on arrête. Et là c'est... Mais on risque d'être les seuls à arrêter pendant que les autres continuent de courir. Mais il y aura d'autres chemins. Alors, tandis que si on fait péter la route, si on fait péter la route, ils vont voir s'arrêter. Non mais, voilà, c'est-à-dire, il y a un moment où, et c'est là qu'on peut se réunir, c'est-à-dire que on continue d'être habités les uns et les autres par le même genre de modèle de pensée. Il y a des scientifiques qui le remettent en question, il y a des artistes qui le remettent en question, mais il faut s'allier pour essayer de ce que vous faites en l'occurrence par rapport au modèle de l'efficacité, c'est quand même quelque chose qui est lié au progrès, à la croissance, tout s'aligne. Hein. Comment on remet ce moteur fondamental en panne? Je pense que ça ne va pas suffire qu'on s'asseye, nous, gentiment, au bord de la route. Bon, je fais un petit peu la batte en guerre, mais voilà, je pense que si on a quelque chose à faire ensemble, c'est ça.
Juste un mot en écho à ce qu'on venait de dire sur d'autres ne vont pas s'arrêter. Juste pour essayer de vous donner mon avis sur les perceptions qu'on pourrait avoir aujourd'hui de la situation géopolitique mondiale, ça n'est pas vrai que plus personne ne veut faire d'écologie sur la planète. C'est vrai qu'on a un peu ce qu'on appelle parfois un backlash écologique depuis 2 ans, qui à mon avis vient essentiellement de la sphère financière. Mais pendant que Trump est en train d'autodétruire les États-Unis, et l'Occident avec, si nous faisons la bêtise de le suivre, la Chine continue. La Chine continue d'investir énormément dans les énergies vertes. La Chine va devenir... alors, je suis entièrement d'accord avec vous, la Chine aussi a une vision planificatrice complètement Pas tout à fait la même. Non, pas la même, mais je veux dire, les techniques sont les mêmes. Là, c'est absolument la même chose. L'Union soviétique avait exactement les mêmes. Les techniques de planification de l'Union soviétique sont les mêmes que celles qui étaient utilisées aux États-Unis dans les années 50 pour faire de l'économie à la Samuel Nelson. Donc, c'est les mêmes outils fondamentalement. Et donc, il y a un aspect là téléologique, donc orienté vers une fin, une finalité, ce que vous dénonciez tout à l'heure. Je suis bien d'accord avec vous. Mais il faudrait juste nuancer un tout petit peu. Il y a aujourd'hui un continent, enfin, disons un pays continent, les États-Unis, qui est en train de s'autodétruire. Il y en a un autre qui est en train d'avancer, c'est vrai, à toute vitesse. Peut-être pas absolument dans la bonne direction, on est bien d'accord, mais c'est pas du tout la même chose. Voilà. Et je pense que nous, se mettre à l'arrêt, il faut aussi entendre ce que ça veut dire d'un point de vue géopolitique dans ce contexte-là, je crois. Mais si je peux me permettre, parce que pardon, je te squeeze. Moins je modère, mieux je fais mon travail. Par rapport à l'efficacité et à la Chine, c'est vrai qu'en vous lisant, je ne suis évidemment pas dans les mêmes domaines que vous, mais en vous lisant, j'ai repensé au traité sur l'efficacité de François Julien, qui compare justement les modèles stratégiques de la Chine et de l'Occident, et qui voit justement là une différence fondamentale entre la modélisation d'un côté et puis la fixation d'un objectif, et théoriquement et selon un modèle abstrait, quel que soit le terrain, on va continuer à faire comme on avait décidé, quitte à ce que ce soit la catastrophe. Et puis, tout d'un coup, il y a peut-être un homme de génie qui va trouver une idée qui va tout faire changer. Alors, est-ce que François Julien son analyse est correcte ou pas, je ne sais pas, mais c'est suggestif. C'est-à-dire que pour les Chinois, il n'y a pas du tout de planification théorique ni d'objectif à atteindre. C'est la perception du potentiel des situations et un aménagement des circonstances. C'est-à-dire qu'on fait bouger le terrain. On observe le terrain et on le fait sournoisement bouger avec l'adversaire qui est au milieu. Et l'adversaire ne se rend pas compte que sa circonstance, surtout s'il est obsédé par sa planification stratégique, et tout d'un coup il a perdu sans même le savoir. Et je suis quand même fascinée par ce qui se passe maintenant entre les États-Unis et la Chine, avec tout d'un coup cette découverte, apparemment personne n'avait vu venir, sur les métaux rares. Tout d'un coup on découvre que la Chine, elle a aménagé le terrain en disant « Ah ben c'est drôle, mais c'est pas moi qui les mine, mais c'est moi qui produit tout ce qui fait avec les métaux rares. » Puis tout d'un coup elle dit « Ah ouais !» Donc voilà, pas de stratégie annoncée, rien du tout, mais tout d'un coup les circonstances ont changé de façon lente, progressive, non spectaculaire, parce qu'on adore le spectaculaire en Occident. On adore les grands hommes, les vainqueurs et les événements spectaculaires. Et là, vraiment, en tout cas, le modèle de Julien, il marche extraordinairement par rapport à ce qui s'est passé entre Trump et le président chinois récemment, Xi Jinping. Et c'était hallucinant de voir ça. Et il y a vraiment deux modèles, finalement, de planification. L'un complètement orienté vers l'avenir, vers un horizon où on a décidé de planter un clou, puis on y va. Et l'autre qui dit, mais finalement, non, c'est aujourd'hui qu'il faut regarder, il faut observer, justement, observer. Et le focus, il est sur l'observation, et modifier les circonstances de telle manière qu'il n'y aura plus qu'une pichenette à faire, pas besoin de s'entretuer, on aura juste à faire ça, et l'autre aura perdu.
Voilà, j'ai reconnu quelques... oui. Il y a eu plein d'échos pour moi avec cet ouvrage par rapport à la question de l'efficacité. Et il y a un autre parallèle avec... alors il y a aussi des coïncidences, quand on n'arrête pas de dire qu'il faut dérailler, c'est des coïncidences comme dit François Julien, mais il y a aussi dans ces deux approches, je vois aussi une opposition entre un peu pensée réductionniste, pensée systémique. Nous en Occident on aime bien les solutions clés en main, planification, voilà. Et donc ça c'est... en gros on a un problème, on le réduit jusqu'à trouver un petit problème qu'on va résoudre, très efficacement parce qu'il est petit, et on est très content d'avoir résolu ce petit problème, sauf qu'on a généré des tas d'autres problèmes ailleurs. Ça, c'est un grand classique. Et puis la pensée systémique, c'est plutôt créer les conditions dans lesquelles les solutions émergent. Et donc, c'est quelque part faire disparaître le problème, plutôt qu'apporter une réponse au problème. Et ça, c'est... voilà, la pensée systémique, c'est sa force, hein, finalement. Hein, c'est qu'on ne résout pas le problème. On fait disparaître le problème. Et ça, c'est là où c'est... c'est pour ça que j'insiste tellement sur l'aspect culturel des choses, parce que c'est comme ça qu'on fait disparaître les problèmes. C'est pas disparaître au sens où on prend une aspirine, hein, c'est pas Ivan Illich quand il disait la médecine est la limite d'une société pathogène. Hein. Non, c'est la société pathogène qu'il faut. Ouais. Donc ça, c'est la pensée systémique, on voit plus large. Hein. C'est ce que disait Eisenhower, c'est ça qui est étonnant, parce qu'un Américain, républicain en plus, mais qui pour le coup avait une pensée chinoise quand il disait quand vous bloquez sur un problème, élargissez-le. Ça, ça pousse à la pensée systémique, on va créer les conditions dans lesquelles le problème se déplace. Quoi. Et finalement, voilà, on trouve une autre voie. Ça fait pas un plus gros problème. Alors, ça peut, ça peut, hein, bien sûr. En fait, c'est neutre. Mais au moins, ça déplace le point. En fait, je prends un exemple qui est un très grand classique, c'est presque trop trivial, mais c'est le fameux exemple, il y a une famine quelque part, et on va apporter du poisson pour résoudre la famine. Ouais, vous me voyez venir à 3 km. Hein. Ça, c'est la pensée réductionniste. Et puis, la pensée systémique, c'est on va apprendre la pêche durable. La famine a disparu, mais on a créé des conditions dans lesquelles il n'y a plus de famine. Quoi. Alors, un point par exemple qui va dans votre sens, hein, sachant que je ne suis pas vraiment tout à fait d'accord, Taïwan, on s'excite beaucoup sur Taïwan, je suis d'accord avec vous que probablement la Chine ne va jamais faire l'erreur d'essayer d'envahir brutalement Taïwan à la manière dont les États-Unis ont l'habitude d'envahir un certain nombre de pays et vont peut-être le faire pour le Venezuela dans les mois qui viennent. La Chine va attendre que plus personne ne soit en mesure de défendre Taïwan pour occuper Taïwan tranquillement. Bon. Et comme l'avait dit Mao Tse-tung, si tous les Chinois se mettent à uriner dans la mer, Taïwan aura disparu. C'est un peu ça, ça va dans l'autre sens. Après, je vous trouve extrêmement bienveillant vis-à-vis de la Chine. C'est aussi la République du Xinjiang, où il y a 1 million de Ouïghours dans les camps de concentration. Faire des camps de concentration, c'est pas juste aménager l'environnement pour que le problème disparaisse. C'est aménager le terrain de violation des droits de l'homme majeur sur la planète aujourd'hui. C'est l'occupation du Tibet des années 50. C'est aujourd'hui l'occupation complètement illégale de l'île du Vietnam. Et la pauvre armée vietnamienne, qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? Ah ben c'était à nous, voilà, c'est tout. Mais voilà, donc il y a aussi un impérialisme chinois dont il faut être conscient, hein, qui est extrêmement violent, qui, moi je pense, hein, est tout à fait planifié, organisé. La plus grosse banque du monde aujourd'hui est chinoise. La China Development Bank, la CDB, est plus grosse que la Banque mondiale. Vous ne construisez pas un monstre bancaire pareil si vous ne planifiez pas à l'avance ce qui va se passer dans les 10, 15, 20 ans qui viennent. Après, j'entends ce que vous dites, c'est-à-dire une pensée systémique qui encercle l'ennemi plutôt que de l'attaquer frontalement de manière linéaire. Effectivement, ça c'est plutôt une stratégie chinoise. Mais il n'empêche que derrière ça, il y a une vision tout à fait organisée d'un avenir qu'on va essayer de contrôler, exactement comme nous, à mon avis, quoique avec des moyens différents. Voilà, ce serait ma position. Voilà, mais ça ne rend pas la Chine plus recommandable que d'avoir une autre manière de procéder dont nous pourrions nous inspirer, moins dans ses objectifs impérialistes que pour la manière dont on peut résoudre des problèmes. On est bien d'accord. Et la Chine actuellement est sur 2 pieds un peu bizarres, puisqu'elle a à la fois un pied capitaliste ou je ne sais quoi, et puis un pied communiste. Enfin voilà, peut-être que ça fait quelque chose de boiteux, incohérent, et peut-être robuste du coup. Si je vous ai bien compris. Oui, mais quelque chose qui montre bien ce que vous êtes en train d'essayer de dire, hein, c'est la différence entre le jeu des échecs et le mahjong. C'est très connu. Hein, voilà. Le mahjong, c'est exactement ça. Vous entourez l'ennemi petit à petit, et les échecs, c'est vous attaquer le roi, si c'est possible, la reine. Bon, voilà.
Je vais me poser une question sur l'art et très vite on en est venu à parler d'impérialisme. Ça me semble être un signe d'une discussion assez saine finalement. Vous parlez beaucoup, moi qui suis très novice de ces questions, vous parlez beaucoup avec des binarités, le mahjong et les échecs, le modèle américain, le modèle chinois, la pensée systémique ou la pensée par problème. Est-ce que toi, Olivier, quand tu as proposé récemment ton dernier livre sur le concept de robustesse, est-ce que tu l'opposes à cette notion de performance? Et puis moi, en tant que novice, j'entends une forme d'opposition en fait, moi j'entends quelque chose de très vieux monde, nouveau monde. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu essayais de faire? Et plus généralement, est-ce que tu peux nous présenter le concept? D'accord. Alors, je vais bien définir les termes pour qu'on soit bien d'accord sur de quoi on parle. Donc, quand je parle de performance, la performance, hein, au départ, c'est l'art de bien faire, hein, qu'on trouve encore dans la performance artistique. Mais le contrôleur de gestion est passé par là, et c'est devenu la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif, efficience, avec le moins de moyens possible. Alors, c'est différent, hein. Là, ça commence à être plus une machine, hein, qui est froide. Alors, ça, c'est la performance. Et la robustesse, c'est un système qui est robuste, c'est un système qui est stable et viable malgré les fluctuations. Donc, voilà, juste pour qu'on soit d'accord sur les définitions. Et en effet, alors, c'est pas vraiment que... Alors, si, je les oppose, hein, parce que c'est par simplicité. Alors, c'est pas aussi simple que ça. Pour être un arbre, par exemple, sera robuste. Il est capable de résister au vent, donc il est stable malgré les fluctuations. Mais il est aussi capable de résister à des gelées hivernales ou à un été avec des sécheresses. Donc il est aussi viable malgré les fluctuations. Et donc pour ça, il doit bien avoir un peu de performance. Le problème, c'est pas tellement ça, c'est qu'il y a un seuil haut. Au bout d'un moment, la performance devient contre-productive. Un être vivant qui est trop spécialisé, qui est dans une niche écologique par exemple, où il y a beaucoup de ressources, qui est très stable, va s'hyper spécialiser, va faire des coévolutions avec un seul insecte, avec une seule plante, enfin, ça va être vraiment hyper performant. Quoi. Mais le jour où la niche écologique change, il est tellement spécialisé que c'est une impasse évolutive. Et donc il va disparaître. Et donc l'évolution darwinienne, c'est une histoire de beaucoup d'impasses comme ça, évolutives, parce que trop de performance tue la performance. Et là, de nouveau, je fais du Illich, la contre-productivité, mais appliquée à la biologie. Alors, pourquoi ça s'oppose? En fait, c'est aussi simple que ça. Quand on est très performant, on est très adapté. Et plus on est adapté, moins on est adaptable. Moins on a du jeu dans les rouages, moins on a des marges de manœuvre. Et donc, moins on est robuste. Et donc, en fait, pourquoi j'oppose les deux, performance et robustesse? Là, en fait, le vivant nous permet juste d'incarner ce compromis entre performance et robustesse. Les êtres vivants sont robustes et performants, mais ils sont robustes avant d'être performants. C'est plutôt l'exception quand il y a la performance qui domine. Et c'est souvent des impasses. Les êtres vivants qui sont autour de nous, notre corps est robuste avant d'être performant. Et pourquoi j'oppose les deux? Parce qu'en fait, nos sociétés humaines, sociétés humaines, on est performants avant d'être robustes. Ce qu'on a construit, finalement, c'est quelque chose qui craque de tous les côtés. C'est CrowdStrike, c'est Amazon Web Service, là vous avez vu, c'était le 23 octobre, une panne de Amazon Web Service et des lits connectés qui restent à la verticale. Oui, c'est quand même, on est dans un moment assez incroyable quand même, où c'est vraiment une satire de la performance, mais c'est incroyable. Et c'est tous les jours qu'il se passe ça. Donc en fait, c'est quand même assez évident de montrer qu'on est allé trop loin dans la performance. Vraiment, on a suroptimisé le monde. Un objet, un système qui est suroptimisé, il est fragile, il casse. C'est le canal de Suez bloqué par un bateau parce qu'il y a une bourrasque de vent. Enfin, c'est tout ça, quoi. Alors, le problème, c'est que si c'était que ça, si c'était que nos modèles économiques, à la limite, on pourrait se dire, bon, on va corriger. Bon, le problème, c'est qu'on fait ça quand même depuis des décennies et qu'on a aussi suroptimisé les écosystèmes. Si vous voulez, la monoculture de la performance, c'est aussi une monoculture qu'on voit dans les champs. C'est partout, en fait. Et donc, on a perdu 75% de la biodiversité cultivée en un siècle. C'est-à-dire que même les plantes domestiquées rejoignent la liste rouge de l'IUCN. Il faut quand même se rendre compte à quel point on va dans l'optimisation. Aujourd'hui, une banane, c'est une Cavendish. Il y a plusieurs variétés de bananes. Là, nous, maintenant, on n'a plus qu'une. On ne regarde plus qu'une. Donc ça, c'est de la suroptimisation. Et donc là, c'est pour ça que j'oppose les deux, finalement. C'est parce que ce qui va nous occuper, nous, là, les humains du XXIe siècle, c'est de rééquilibrer. Et donc de redevenir robuste avant d'être performant. Et c'est d'autant plus pertinent pour moi que justement, si on suit ce que nous disent les scientifiques, et juste si on écoute ce qui nous arrive, on rentre dans un monde de plus en plus fluctuant, de plus en plus turbulent. Donc, ce qu'il y a en face, le mot juste, dans un monde fluctuant,
c'est la robustesse, par définition. Et quand je dis stable et viable, il faut voir ça comme une stabilité dynamique, un peu oscillante, comme un amortisseur, si vous voulez. Je prends une analogie technique. Voilà, ça oscille, ça amortit, ça absorbe les chocs, mais ça crée un espace d'exploration, un espace de transformation aussi. Il y a tout ça, finalement. Donc, on va ajuster notre niveau de robustesse au niveau de fluctuation. Et donc, ça, c'est une révolution copernicienne, puisque depuis le néolithique, pour le dire un peu rapidement, en fait, quand les humains ont voulu contrôler la nature, l'agriculture, la sédentarisation, on a eu cette image, finalement, cette séparation. Là, ça rigole très fort avec les holobions, c'est l'idée de séparation, finalement. On prend le contrôle de la nature. Aujourd'hui, on a perdu le contrôle. C'est l'histoire de domestiquer le feu. Aujourd'hui, on ne domestique plus les méga-feux. Donc, on est en train de sortir de ce monde-là. Donc, on est en train de vivre dans un monde où on a perdu le contrôle. Ça, c'est la fin du néolithique. C'est incroyable. En 2025, on sort du néolithique. Donc c'est quand même un grand moment dans l'histoire de l'humanité, c'est pas rien. Et donc c'est pour ça que c'est culturel. Le blocage mental, c'est celui-là qui nous empêche d'avancer. Tant qu'on reste dans le culte de la performance, tant qu'on pense que face aux crises qui viennent, il va falloir augmenter les performances, alors que tout nous dit que la performance est contre-productive, évidemment que l'impossible sera impossible. Pour que l'impossible devienne possible, il faut s'autoriser à désobéir au culte de la performance. Je pèse tous mes mots, désobéir, culte, performance. C'est vraiment ça. Et là, avec la robustesse, et le vivant, c'est-à-dire que le vivant, il n'a rien d'extraordinaire finalement, c'est juste une leçon de viabilité. Il nous dit comment être terrestre. C'est aussi simple que ça. Comment on habite le monde, il faut observer le monde, et on a déjà plein de solutions sous la main. Donc cette idée de robustesse, c'est tout simple finalement. C'est très, en fait, c'est une équation en 3 termes. Monde fluctuant devient de plus en plus fluctuant, donc il faut être plus robuste. Pour être plus robuste, il faut trouver un nouveau compromis avec la performance. Il faut rééquilibrer. Est-ce que nos institutions scientifiques et culturelles sont robustes ou performantes? Oui. Parce qu'on fait semblant d'être en dehors du jeu, là. Alors, les institutions, par définition, ont tendance à être centralisées. Et donc, ont plutôt un versant performant. Ce qui est centralisé en général est très adapté et peu adaptable. Enfin, les systèmes vivants sont plutôt décentralisés, donc plus dans l'auto-organisation. Et donc, ça, c'est aussi, c'est pas une garantie de robustesse, mais c'est un parti nécessaire à la robustesse, la décentralisation. Oui, absolument. Oui, nous les Français, là, en ce moment, vraiment, on vous envie. Parce que vous savez faire des coalitions, voilà, tout ça, vous avez des politiques qui savent faire un peu de coopération. Je ne dis pas que c'est parfait, mais par rapport à nous, c'est nous, dans un autre monde, mais le monde du caporal. Voilà. Alors, c'est... Donc oui, mais alors, sur les institutions, en fait, il y a un peu de tout. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on va trouver dans nos institutions démocratiques, par exemple, de la robustesse qu'on a construit progressivement. C'est que notre histoire, c'est pas juste une histoire monolithique de plus de performance. Il y a eu après chaque crise, on s'est posé des questions et on a plutôt fait de la robustesse. C'était la sécurité sociale après la Seconde Guerre mondiale, le secret des sources pour les journalistes. Ça, c'est pas performant, ça ralentit tout le monde, le secret des sources. Le secret médical pour les médecins, ça aussi, ça ralentit tout le monde. Si je fais une syncope en sortant, là, j'aimerais bien que quelqu'un ait mon relevé médical. Là non, secret médical. Donc ça, c'est pas performant, mais c'est robuste. Parce que peut-être que voilà, on n'a pas envie de, si on est en rémission ou je sais pas quoi, que tout le monde veut ça. Donc je prends un exemple simple, mais en fait, dans nos systèmes, dans nos démocraties, il y a de la robustesse. Donc en fait, c'est compliqué. C'est juste que la tentation actuelle, parce que nous rentrons dans un monde de la polycrise, de la permacrise, c'est de tomber dans le piège de la performance. Ce que les systémiciens appellent efficiency trap, c'est ça. Tous les archétypes systémiques, c'est à peu près tous des pièges de la performance. La course aux armements, l'addiction, tout ça. À chaque fois, ça pousse à toujours plus de performance. Et donc c'est ça le piège. Et donc c'est presque un boulevard pour les ultra-performants, c'est-à-dire c'est la crise. Alors 49.3 en France, voilà, on va zapper le Parlement. Alors ça, c'est l'exemple typique, mais donc 49.3, donc les parlementaires n'ont plus la voix. Qu'est-ce qui se passe? Ça passe plus vite, la loi, plus performant, mais quelques années plus tard, on en reparle, c'était pas robuste. Donc c'est vraiment l'exemple typique. Donc dans les institutions, il y a toujours cet équilibre, mais il va falloir imaginer, il va falloir s'autoriser, vraiment s'autoriser à désobéir au culte de la performance. C'est que quand il y a une crise, on a besoin de sécurité. Ce besoin de sécurité, il est tout à fait naturel, c'est un besoin primaire.
Pourquoi est-ce qu'on le résout toujours en augmentant les performances? Ben non, il faut plutôt augmenter la robustesse quand ça fluctue. Et alors, quand on fait ça, c'est ça qui est extraordinaire en plus, c'est qu'on articule les choses. Quand on fait de la robustesse, on a plutôt tendance à régénérer l'écosystème qui arrête la dilatation des ressources. Et donc, qui, en fait, font de l'atténuation. On commence par l'adaptation et ça génère de l'atténuation. Et là, on commence à articuler les choses dans le bon ordre. On commence par la robustesse, ça génère de la sobriété. On ne commence pas par la sobriété, par de l'efficience énergétique, qui va générer des effets rebonds et qui va encore plus accélérer. Vous voyez, on est dans un moment où en fait on a tous les mots, on a le vocabulaire, mais il nous manque une grammaire. C'est ça en fait, hein, si je devais le dire en un mot. On a le vocabulaire, frugalité, sobriété, circularité, alors tous les mots sont sur la table, ils sont un peu éparpillés, sauf qu'il n'y a pas de grammaire. Alors cette grammaire, hein, c'est la loi des besoins et des ressources, hein, qui est un peu la contre-grammaire de la loi de l'offre et la demande, hein, si on peut dire comme ça, où on a des partenariats avec les non-humains, on pourrait le dire comme ça. Et la robustesse, c'est un pied dans la porte, c'est un début de grammaire. Quand on se pose la question de la robustesse, on est obligé d'articuler ces différents thèmes. Et en fait, c'est peut-être là où il y a un aspect culturel aux choses. C'est-à-dire que pour l'instant, la grammaire qui domine, c'est la loi de l'offre et la demande. Je te regarde. La loi de l'offre et la demande, c'est celle qui domine, c'est le bulldozer idéologique. C'est-à-dire qu'un enfant de 3 ans la connaît, la loi de l'offre et la demande. C'est dingue. Hein, voilà, et donc, voilà, le pouvoir d'achat, la compétitivité, tout ça, c'est le vocabulaire. Et la loi de l'offre et la demande, c'est la grammaire, la loi du marché. Ben, il va falloir qu'on commence à construire une contre-loi. Et donc, le contre-loi du marché, ben, pour moi, c'est la loi des besoins et des ressources. Je le dis peut-être trop simplement, mais la robustesse, en tout cas, ça va être un critère pour dérailler de cette loi-là. Et là, quand on commence à inventer une grammaire, ben, en fait, on invente une culture, on invente des nouvelles traditions. Donc, c'est l'agroécologie, l'économie de la fonctionnalité, les conventions citoyennes, enfin, il y a toute une déclinaison. Hein, mais à chaque fois, ce qui est l'ombrelle, c'est qu'à chaque fois, c'est de la robustesse contre la performance. Voilà. Oui, je peux prendre la suite, je suis entièrement d'accord. Hein. Et donc, aussi comme économiste, malheureusement, je constate que mes collègues économistes ont une lourde responsabilité dans la direction complètement suicidaire que nous avons adoptée depuis plusieurs décennies. Peut-être je formulerai la chose suivante, qui va dans le même sens de ce que tu viens de dire, hein, mais qui parle aux économistes aussi, qui est quelque chose que j'ai appris dans les théories des évolutions sur lesquelles travaille les biologistes. Disons la théorie grand K, enfin l'évolution grand K et l'évolution petit r. Donc je le dis avec mes mots, mais tu me corrigeras si j'ai tort. En gros, vous avez deux manières d'évoluer pour un métabolisme, disons, un peu sophistiqué. Soit vous devenez très très grand et vous bénéficiez d'économies d'échelle. Alors ça, typiquement, c'est le mammouth, le dinosaure. Voilà, plus il est gros, plus en fait il va pouvoir bénéficier d'économies d'échelle pour devenir extrêmement imposant et absorber toutes les parts de marché, ça c'est le vocabulaire des économistes, parce qu'il devient dans une situation, il entre dans une situation d'oligopole grâce à ces économies d'échelle. Ça, c'est l'évolution grand K. Mais, comme tu viens de le dire, ces gros métabolismes-là sont très peu adaptables. Et donc les dinosaures, est-ce que c'est une météorite, est-ce que c'est autre chose, qui disparaissent? Qu'est-ce qui survit après la disparition des dinosaures, il y a 280 millions d'années? Les petits mammifères très très adaptables. Ça, c'est les petites PME hyper agiles, qui sont beaucoup plus adaptables et ajustables. Il y a des patrons de PME dans la salle, que les grands groupes du CAC 40, par exemple. Bon. C'est les pigeons, hein, pour l'époque des dinosaures. C'est le pigeon. Le pigeon est un dinosaure qui a réussi. Hein. Ah oui, ça c'est un dinosaure. Il y avait les petits mammifères aussi. Ouais. Et donc, l'intérêt pour les économistes, c'est que, avec l'informatique, donc il y a une quarantaine d'années maintenant, qui plus est avec le numérique tel qu'on l'utilise aujourd'hui, sans parler même de l'IA, on est entré dans une nouvelle ère quand même du point de vue de l'organisation économique, qui est celle des rendements extrêmement croissants, parce que vous avez simplement un coût fixe, vous construisez la plateforme numérique, et après, le coût de maintenance est à peu près nul. Et donc, certains, Jeremy Rifkin, les autres ont dit, on est entré dans l'ère du coût marginal zéro. Donc ça, c'est la situation, disons, du dinosaure plus plus. Et Elon Musk, c'est un gros dinosaure. Voilà, c'est ça la situation dans laquelle nous sommes. Donc, en fait, les États-Unis sont en train de reconstruire une économie internationale mafieuse, construite autour de grands dinosaures, d'une violence inouïe, qui se fiche complètement de la démocratie et de toutes les règles de robustesse que tu viens de rappeler, qui vont être extrêmement fragiles lorsque les coups de grisou vont arriver. Ils vont arriver nécessairement. Donc, le fait que Trump ne veuille plus entendre parler du dérèglement climatique et détruise toutes les institutions américaines qui étudient et alertent sur le dérèglement climatique est très symptomatique de ça. Un autre exemple absolument aberrant, lui ou Elon Musk ont viré tous les fonctionnaires qui étaient chargés de contrôler
la santé des importations d'animaux aux États-Unis. Donc ils vont se taper un H5N1 dans les mois qui viennent, je ne sais pas quand, et ils ne le sauront même pas, parce qu'ils n'auront même pas les moyens de le savoir. Donc c'est une manière complètement incroyable de se rendre encore plus vulnérable, encore moins robuste, parce qu'ils sont pris dans cette obsession, disons, de l'évolution grand K. Voilà. Donc ça, c'est un aspect. Ça veut dire pas de rendement croissant, des rendements décroissants et des PME hyper agiles, c'est ça l'avenir pour un économiste. Et un deuxième point que je voulais dire, qui va également dans ton sens, qui est, si on regarde un peu dans le temps, et ça va rejoindre ce que, si on peut se tutoyer, ce que tu disais tout à l'heure, qui est la capitalisation. Donc c'est quelque chose que j'ai développé dans un bouquin antérieur, l'an dernier, dans Le Capital que je ne suis pas. La capitalisation, c'est une opération, c'est une technique symbolique, politique, économique, financière qu'on a inventée, en fait, que des banquiers italiens ont inventé à la fin du XIVe siècle. Qui consiste à dire, votre bateau que vous utilisez pour traverser la Méditerranée pour aller chercher des épices, c'est du capital. Qu'est-ce que c'est que le capital? C'est un stock dont la valeur aujourd'hui doit être égale, parce que je le décide, à la somme actualisée de tous les flux de revenus futurs qu'il va dégager si j'en suis propriétaire. Donc dans cette opération, pour ceux qui suivent, avec la somme de tous les revenus que vous allez dégager, toutes les tonnes d'épices que vous allez pouvoir récupérer si la cargaison ne coule pas au milieu de la Méditerranée, vous actualisez ça dans votre unité monétaire d'aujourd'hui, admettons en francs suisses d'aujourd'hui. Donc là, vous donnez un prix au temps, et vous priez pour que votre anticipation des flux futurs survienne. Donc vous n'autorisez plus la surprise. L'avenir n'existe plus, vous avez réduit l'avenir à un futur calculable. Donc ça, c'est une opération symbolique extrêmement puissante, violente, évidemment délirante, quand on y réfléchit. Et de temps en temps, l'Église catholique n'a pas toujours tort. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pendant tout le Moyen-Âge, elle s'est opposée à cette opération-là. Parce qu'on était en train de donner un prix au temps, et les théologiens disaient, il n'y a que Dieu qui est le propriétaire du temps, vous ne pouvez pas vous arroger le droit de donner un prix au temps. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que donc les banquiers italiens au XIVe siècle inventent ça, et puis ça vivote au nord de l'Italie. Il paraît que les Français vont perdre contre les Anglais dans la guerre de 100 ans, ils perdent, parce que les Anglais n'arrivent pas à gagner tout de suite, donc les Italiens sont ruinés, et la place financière se transfère en Flandre, à Anvers, Bruges, etc. Bon. Et les Flamands reprennent très très timidement cette technique. Ceux qui vont vraiment la remettre à l'ordre du jour, ce sont des forestiers allemands au XVIIIe siècle, qui vont regarder une forêt. Alors là, on entre dans ton domaine. Donc une forêt, c'est un grand organisme vivant, c'est une grosse structure dissipative. Et ils vont dire, non, non, c'est pas ça du tout. C'est un stock qui va produire des quintaux de bois dans les 50 années qui viennent. Combien vaut le quintal de bois? Je suppose qu'il y a un peu d'inflation, je calcule combien ça vaudra dans 50 ans, j'actualise tout ça dans ma monnaie d'aujourd'hui, et je dis, c'est ça la valeur de la forêt. Donc cette opération-là, aujourd'hui, est omniprésente dans tous les calculs de tous les économistes de la Terre entière, également les Chinois. Tous les financiers sur les marchés financiers, quand on leur demande d'évaluer le prix d'un actif, ils font cette opération-là. Il n'y a pas d'autre manière. Lorsque vous avez aujourd'hui un fonctionnaire à Berne qui calcule l'intérêt ou non qui est une dépense publique pour tel ou tel investissement, il fait ce qu'on appelle une analyse coût-bénéfice, c'est exactement la même chose. Donc cette technique-là a envahi et colonisé la totalité de notre appréhension en tant qu'économiste du monde entier, du monde comme tel. Bon. Et vous voyez bien qu'elle fait l'impasse sur tout ce que tu dis. C'est-à-dire la forêt, c'est un être vivant dont l'avenir n'est pas écrit à l'avance, qui va dépendre complètement du flux d'énergie et de matière qu'il reçoit en permanence, sans lequel il ne peut pas vivre. Et tout à fait autre chose qu'un stock inerte, donc sous-entendu mort, qui produit des revenus dans l'avenir qu'on saurait calculer à l'avance. Là, donc là, je suis bien d'accord, il faut arrêter ça. Il faut sortir de ce monde-là et se dépêcher d'inventer un autre type d'économie. Peut-être pour avancer vers la dernière partie de cette discussion, qui serait du coup plutôt consacrée à la question des communs, et du coup ouvrir aussi peut-être à des questions de politique au sens large du mot politique. Moi j'aime beaucoup la théorie du diplodocus et du pigeon. Mais ma réaction un petit peu naïve au-delà, parce que je ne connais pas bien le sujet, c'est certes, le diplodocus est beaucoup moins adaptable aux catastrophes à venir que le pigeon, mais ce qui se passe actuellement, c'est que les diplodocus sont too big to fail et les multinationales survivent très bien, du moins le sommet des multinationales, alors que les PME se cassent la gueule globalement, les unes après les autres. C'est extrêmement résumé. Mais c'est ma réaction un peu à ça. Et du coup, est-ce que juste de penser ça par rapport à des catastrophes bioclimatiques à venir, on ne peut pas faire l'économie en fait du politique et de la question du rapport de pouvoir politique à l'intérieur de ça, j'imagine.
Ça, je suis entièrement d'accord, hein, qu'on ne peut pas non plus faire l'économie, je ne pense pas que tu le fasses. Hein. Donc dans l'analogie idéologie sociale, disons, il y a évidemment un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est croire qu'on pourrait faire la passe sur la politique. Mais juste sur les grands groupes sont too big to fail et donc tout se passe bien pour eux, en combien de temps Crédit Suisse a-t-il disparu? Je pose la question à tout le monde ici. Et qui aurait parié sur la fin de Crédit Suisse une semaine avant? Même parmi les employés de Crédit Suisse. Regardez combien valait la capitalisation de Crédit Suisse une semaine avant sa disparition. Et c'était des calculs qui étaient faits en interne par les chercheurs du Crédit Suisse. Et je peux vous dire, puisque j'ai travaillé dans une autre vie comme compte sur les marchés financiers, le CSFB, on appelait ça comme ça, le Crédit Suisse First Boston, c'était certainement les meilleurs mathématiciens de la planète qui faisaient de la mathématique financière. Et ils ont disparu en 48 heures. Donc il a suffi qu'il y ait une banque américaine qui fasse des erreurs élémentaires de calcul sur l'impact qu'allait avoir la hausse des taux d'intérêt sur son propre bilan pour que le Crédit Suisse disparaisse en 48 heures. Donc c'est ça, la non-robustesse d'une institution hyper performante, peut-être aussi un peu mafieuse, je ne rentre pas dans ce débat, mais ça répond un peu à des questions. Et les cadres, et les analystes, et les comptes, et les personnes qui les gèrent ont essentiellement changé d'employeur. Alors, bon, ça c'est une décision politique qui a été prise par la BNS, par le gouvernement suisse, de faire absorber Crédit Suisse par UBS. Bon. Qui vaut peut-être mieux ou pas beaucoup mieux, j'en sais rien, c'est pas à moi de juger, mais ça, on n'était pas obligé de faire ça. On aurait pu aussi dire, mais au fond, le capitalisme, c'est ceux qui, les perdants, disparaissent, et c'est bien comme ça. Voilà, simplement, les dégâts auraient été colossaux, comme on l'a vu en 2008. Voilà, c'est ça. Juste pour la question des communs, parce que c'était donc j'ai dit un mot là-dessus. Si vous voulez, c'est un thème qui est revenu, qui est connu depuis très longtemps, mais qui est revenu un peu à la mode il y a une vingtaine d'années, grâce aux travaux d'une grande dame, Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel d'économie en 2009, bien qu'elle ne fût pas elle-même économiste, mais c'est peut-être pour ça que ce qu'elle faisait était intéressant, qui malheureusement est décédée d'un cancer en 2012, et qui dit la chose suivante. En fait, il y a toute une série de projets dans lesquels nous, les humains, nous engageons, qui ne relèvent ni de la propriété privée, ni de la propriété publique. Et elle a étudié des centaines d'exemples de ceci. Par exemple, des projets d'irrigation en Suisse, dans les Alpes, où vous avez des familles de paysans qui mettent en commun un système d'irrigation pour pouvoir l'utiliser tous. Les communautés énergétiques, on appelle ça en italien les comunità energetica. En Italie, ça se développe à très grande vitesse aujourd'hui. Dans plein de villages, vous avez des villageois qui mettent de l'argent ensemble, qui achètent des panneaux photovoltaïques et qui répartissent entre eux l'électricité que ça produit. Donc tout ça, c'est des gestions en commun, collectives, d'une ressource. Quand j'étais à l'AFD, ce qu'on a observé, c'est un événement absolument incroyable à l'été 2016, en Bolivie. Donc la capitale de la Bolivie, vous connaissez, c'est La Paz, qui est à 3800 mètres d'altitude. La Paz, il y a quelques siècles, était dans une forêt florissante, parce qu'il y avait des glaciers qui avaient abondé tout ça, et puis les glaciers ont fondu. Donc La Paz, aujourd'hui, est dans un désert, et à l'été 2016, La Paz traverse l'expérience traumatique de ce qu'on appelle le day zero, c'est-à-dire le jour où il n'y a plus d'eau au robinet. Et vous et moi, vous savez bien qu'on peut vivre sans électricité, on s'éclairait à la bougie, mais quand même. En revanche, aucun d'entre nous ne peut vivre sans eau plus de quelques heures, en fait, en réalité. Donc c'est extrêmement traumatisant. Pendant que les citadins du centre de La Paz étaient en train de, les uns d'agoniser, d'autres d'acheter des bouteilles en plastique à des prix absolument exorbitants, les pauvres des favelas autour de La Paz ont très bien traversé l'été. Comment ? Parce qu'ils s'étaient organisés à l'avance, ex-ante, pour qu'il y ait des petites communautés qui géraient les sources d'eau comme commun. Et c'est un détail qui a son importance, ils avaient donné le pouvoir de décision aux femmes. Donc l'expérience a montré que si vous donnez aux hommes, ça ne marche pas. Si vous donnez aux femmes, ça marche. Et à partir de 2017, l'AFD, peut-être sous l'impulsion de son chef économiste, a beaucoup poussé la promotion des communs. Donc on a encouragé et financé, par exemple, la création de communautés de femmes au Congo, en RDC, République démocratique du Congo, qui ont appris à gérer, ou qui savaient très bien le faire, ils n'avaient pas besoin de nous, mais on les a encouragés, on les a aidés à le faire, à gérer l'eau comme commun. Alors une fois que vous avez compris ça, deux choses, vous vous dites, en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas choisir que plein de ressources soient gérées comme des communs, plutôt que d'être privatisées, sachant que la privatisation fait partie du problème de la crise écologique. Aux États-Unis, si vous êtes propriétaire d'un jardin, qu'il y a du pétrole dans le sous-sol de ce jardin, personne n'a le droit de vous interdire d'extraire ce pétrole, bien que, ce faisant, vous contribuiez à la destruction du climat. Donc, cette absolutisation de la propriété privée a besoin absolument aujourd'hui, ça fait partie de la sortie de route que tu appelles de tes voeux, de limites. Il faut mettre des limites à ça. Au passage, pour ceux à qui mettre des limites à la propriété privée ferait peur, il en faut autant à la souveraineté de l'État.
L'exemple paradigmatique pour moi, c'est ce qui s'est passé avec l'Amazonie, qui est le poumon de la planète, comme vous le savez. Bolsonaro refuse de prendre soin de la forêt et d'essayer de faire le minimum pour stopper les méga incendies qui détruisent la forêt. Et ce faisant, il fait un crime contre l'humanité. Puisque vous savez qu'il y a 1/5 de l'eau que chacun d'entre nous boit tous les jours qui provient de l'évapotranspiration des grands arbres d'Amazonie. Donc, je me corrige si j'ai tort, mais je pense que ce n'est pas exagéré de dire « je suis l'Amazonie ». Il y a de l'Amazonie dans mon corps qui circule, c'est l'eau que j'ai bu. Donc, lorsque Bolsonaro fait brûler l'Amazonie, il fait un crime, y compris contre moi, et contre nos enfants, contre l'humanité. Qu'est-ce qu'il y a dans le droit international aujourd'hui qui permet à la communauté internationale de dire à Bolsonaro, il faut arrêter, il faut protéger l'Amazonie? Rien. Et donc, on a besoin de penser, je crois, dans le droit international, ce qu'on appelle des global commons, donc des communs globaux, des communs mondiaux, dont toute la communauté internationale serait responsable et dont elle prendrait soin. L'exemple aujourd'hui sur lequel les juristes travaillent vraiment, c'est les fonds océaniques, hein, les abysses océaniques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des moyens techniques de les exploiter, c'est des hotspots de biodiversité. Si on laisse Elon Musk les détruire, c'est la bérésina. Et donc, la question, c'est quel statut leur donner. Donc ça, c'est une option. J'arrête dans une minute. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire. Ce qui existe aujourd'hui, c'est des myriades d'essais dans tous les sens, de monnaies complémentaires, ça c'est la monnaie comme commun, d'eau, d'énergie, tout potentiellement peut devenir un commun, si on le veut. Et la question qu'on me pose souvent, c'est, mais alors, qu'est-ce qu'il y a comme commun international dont on sache aujourd'hui prendre soin? Est-ce qu'il y a un exemple, successful, comme dirait l'autre, de commun global? Et la réponse est, en fait, en Suisse, à Genève, vous avez une magnifique plateforme qui s'appelle DNDi, Drugs for Neglected Disease Initiative, DNDi en français, qui est une plateforme qui a été créée il y a une vingtaine d'années, qui s'occupe de produire des thérapies contre les maladies négligées par le secteur privé. Parce que les gens qui en souffrent ne sont pas riches, ne sont pas intéressants en termes de business. Donc, par exemple, DNDi produit une thérapie contre l'hépatite C en Malaisie et en Égypte, qui sont deux pays ravagés par l'hépatite C. Et elle vend l'hépatite C pour 300 $, là où en Suisse, en France, en Europe, c'est au minimum 2000 €, 2000 francs suisses. Comment est-ce que DNDi fait ce miracle? DNDi a organisé la santé comme commun. Et donc les acteurs qui en prennent soin, c'est ni purement le public, ni purement le privé, c'est des États souverains, dont la Suisse, la France et d'autres, des acteurs du privé, de Big Pharma, qui ont accepté de jouer le jeu, je vais vous dire pourquoi, et des ONG de la société civile qui font l'humanitaire, du médical, du développement. Dernier mot, pourquoi est-ce que Big Pharma a accepté d'entrer dans le jeu? On pourrait se dire quel est leur intérêt à eux, finalement, de faire ça, il n'y a pas de business. Parce que les chercheurs de Big Pharma sont suffisamment intelligents pour avoir compris que les recherches qu'ils vont faire, qui seront financées par les États sur la plateforme DNDi, sur telle ou telle molécule, qui n'est pas intéressante intrinsèquement, parce que cette molécule n'ouvre pas un marché qui donne un business juteux. En revanche, la recherche qu'on pourra faire sur cette molécule pourra donner des informations éventuellement sur une autre molécule voisine, qui, elle, est extrêmement intéressante en termes de business. Et donc, c'est cet aspect de spillover, d'externalité, bon, peu importe. Ces chercheurs-là l'ont bien compris, et donc Big Pharma accepte de jouer le jeu. Et donc, en fait, au lieu d'être en concurrence les uns contre les autres, l'État d'un côté, le canton d'un côté, la chambre de commerce de l'autre, qui se font la guerre depuis des années, ils apprennent à travailler ensemble, puisqu'il y a eu, il n'y a pas très longtemps, à Fribourg, le premier forum conjoint du canton de Fribourg et de la chambre de commerce, qu'il faut saluer. En fait, cette collaboration-là, c'est le secret pour pouvoir traiter un certain nombre de ressources comme commun. Quelles ressources? La santé, puisqu'on a fait tous l'expérience de notre interdépendance universelle en termes de santé, le climat, mais aussi la paix, par exemple. La paix aussi est un extraordinaire commun. Voilà. Donc, je crois aussi l'un des grands enjeux du XXIe siècle, c'est d'inventer les institutions qui vont prendre soin de ces communs comme communs globaux. Je vais rebondir avec un poste de commun. Puis après on ouvre au public. Ouais. Oui. Oui, on est bien aligné. C'est une troisième voie, hein, commun, hein, public-privé, commun. Voilà. Souvent, la troisième voie, c'est là où on déraille, finalement. Mais alors, un exemple de commun peut-être plus local, plus petit, hein, mais c'est l'ADEME qui fait, donc en France, l'extrême défi, c'est pour développer des véhicules intermédiaires. Donc, c'est des petits véhicules, genre vélo-voiture, un peu mélangés, des petites voitures réparables, interopérables, qui vont très très vite. Souvent, il y a un panneau solaire sur le toit, bon, c'est pour de la mobilité locale en monde rural. Donc interopérable, etc. Il y a plein de choses assez vertueuses dans ces plus petits véhicules, mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est un appel à commun. Ce n'est pas un appel à projet compétitif. Donc ça veut dire que les entreprises qui décident de participer à ce truc-là s'engagent à partager intégralement
toutes les innovations. Et ça, c'est l'exemple typique d'un monde qui est en train de basculer, où on sort de l'appel à projet compétitif, où le moteur de l'innovation, c'est la concurrence, théorie de Harvey Labelstein, Efficience X, voilà, où c'est plus il y a de concurrents, plus il y a d'innovation. Ben non, ça c'est de l'innovation. Oui, enfin c'est vrai, si le monde est stable et abondant en ressources, on peut l'imaginer, c'est le cas, voilà. Ben, ça peut marcher, mais ça veut dire que l'innovation est incrémentale. Puisque la seule innovation qu'on veut faire, c'est l'espace que nous laissent les concurrents. Donc c'est de l'incrément. Dans un monde fluctuant instable, ben, évidemment qu'on ne fait plus de concurrence, on coopère. Donc la symbiose dans le monde vivant, ben, voilà, c'est un peu la coopération dans le monde social aussi. Et donc le moteur de l'innovation, ce n'est plus les concurrents, évidemment, parce que c'est plus tellement le sujet, c'est le monde fluctuant, le moteur d'innovation. Et alors là, c'est beaucoup plus joyeux, parce qu'on est vraiment sur les vrais sujets, on ne se positionne pas par rapport aux concurrents, on se positionne par rapport au monde fluctuant. Et donc on coopère collégialement. Et donc ce que j'aime bien dans cette idée-là, c'est qu'ils ont vraiment appelé ça un appel à commun. Et donc ça veut dire que la concurrence qui est vraiment faussée, que la Commission européenne aime tant, ben, c'est déjà c'est zombie, quoi. Ça existe encore, mais c'est le... Voilà, on est en train de sortir le défibrillateur, hein, c'est terminé. Quoi. Et puis, peut-être juste pour rebondir sur ce que tu disais là, sur les ultra-performants, parce qu'il ne faut quand même pas se priver, le cas, hein, c'est pas l'hypothèse cas, c'est la stratégie cas. Voilà. En fait, ce qui est incroyable dans cette stratégie du dinosaure qui veut devenir toujours plus gros, c'est que leur obsession, qui est très cohérente, leur obsession, c'est l'invulnérabilité. Parce qu'évidemment, tout doit être prévisible, donc il faut être invulnérable. Alors en biologie, le seul moment où on est invulnérable, c'est quand on est mort. Et ben c'est incroyable parce que les dinosaures, les Musk et compagnie, là, les Sabatman et compagnie, leur projet, c'est d'aller sur Mars, c'est de faire des bunkers, c'est de transférer leur esprit dans une machine, c'est que des projets de mort. Ils sont très très cohérents, hein, mais cohérents comme une dérive sectaire, hein, c'est vraiment incroyable. Hein. Donc voilà, ben la pulsion de vie, c'est plutôt, c'est pas celle-là, quoi. C'est de vivre avec les fluctuations. Ben, les communs, c'est une pratique du monde fluctuant, c'est vivre avec les fluctuations, et en fait, le mot important dans commun, c'est faire commun. C'est les règles du commun. Et ça, c'est, ben, voilà, les Nord-Strand en parlent très bien, il y a des principes, etc., et c'est une pratique. Les écoles devraient être des écoles des communs. En fait. On devrait apprendre à apprendre. Faire des coopérateurs, c'est beaucoup plus important que de mettre des panneaux solaires sur son toit, hein, d'apprendre à coopérer. Hein. C'est évidemment, hein, dans un monde fluctuant, c'est de ça dont on aura besoin. La base, voilà, c'est un exemple parfait. Alors, merci beaucoup à vous trois. C'est le moment où c'est à vous. La dernière fois que j'ai animé un table ronde ici, il restait un revolver en plastique de la scénographie d'avant. Du coup, j'en ai un peu marre de revolver, c'était hyper long. Alors, voilà. Donc, il y a 9 mains levées. Donc là, c'est le moment où j'utilise le Joker Colin Paniche. On prenne 3 questions, 1, 2, 3, le panel, et ensuite 1, 2, 3, et après je pense qu'il va falloir qu'on s'arrête là, on a 6 questions. Une, là-bas. Vous levez. On passe sur le micro ? Oui, tu peux prendre le micro. Ça fait des millions. Merci, j'étais intimidée de mettre debout. Merci beaucoup pour ces échanges, c'était très riche, très pertinent. Enfin, merci vraiment. Question pour Monsieur Hamon. La définition de la robustesse m'a rappelé beaucoup la définition de la résilience. Est-ce que vous pourriez peut-être clarifier la différence conceptuelle entre ces deux concepts, ces deux notions? Question lexicale. Deuxième question, Sacha. Vous donnez finalement toutes les réponses entre les communs, repenser la culture, mettre en cause la propriété privée. Et c'est tout à fait opposé avec ce que vous avez dit avant, faire la désobéissance. Finalement, il nous faut beaucoup plus que ça. Peut-être la révolution, mais au moins une déconstruction systématique de l'organisation de la société. Ce n'est pas la désobéissance, il faut systématiquement le déconstruire. Un peu comme Trump le fait, mais dans un bon sens. Donc, pourquoi cette incohérence entre toutes les bonnes solutions que vous donnez
Et puis, ce petit truc de désobéissance qui ne nous aidera pas. Une question aussi de partenaire avec, pour Daniel. Oui. Merci. J'ai une proposition pour l'Assemblée, mais elle doit venir de vous. Il me semble qu'il y a un objet qui ressemble énormément à ce qui se fait de plus hyper performant et pas du tout robuste, c'est l'intelligence artificielle. Et en particulier les intelligences artificielles génératives. Est-ce que vous seriez d'accord, s'il vous plaît, d'intimer à l'Assemblée l'ordre de ne plus du tout utiliser les IAG, sans vouloir vous commander? Merci. Donc résilience ou robustesse, faut-il détruire la société pour la reconstruire et inutile non plus de l'IA? Oui ou non? Je vais démarrer avec la résilience. Alors, donc alors, il y a 30 définitions de la résilience, donc c'est très compliqué de s'en sortir avec ça. Donc résilience, ça vient de resiliere latin. La première fois qu'on entend le mot résilience, c'est au XVIIe siècle, pour parler du rebond, de l'écho. Donc le son qui rebondit sur un mur. Donc vraiment, resiliere, rebondir, on y est. Après, c'est devenu un peu psychologique à l'époque déjà, le rebond après un traumatisme, ensuite la physique, des matériaux notamment. On déforme un matériau, il revient à l'état initial au-delà de la fenêtre d'élasticité. Et ensuite, c'est revenu en psychologie en embarquant la physique pour dire, bah oui, en fait, après un traumatisme, on revient à l'état initial. Donc après, ça c'était la Grande Dépression de 1929. Ça ressortait dans le monde psychologique, Boris Cyrulnik l'a importé chez nous. Voilà, donc je vous fais l'histoire rapide. Et puis en socio-écologie, Holling, Carl Folke, Stockholm Resilience Center, là ça se transforme un petit peu. La résilience, c'est la capacité d'un système à se maintenir, à s'adapter et à se transformer. Voilà, donc là je vous fais une panel de résilience. Donc oui, il y a des ponts hein, avec la robustesse. Alors on va dire, je vais tout simplement vous dire que je vais vous donner mon chemin sur la résilience. La première fois que j'ai entendu parler de résilience, je me suis dit, enfin, le développement durable est mort. C'est que quand on parle de développement durable, on est encore dans la croissance verte, hein, on est dans la courbe exponentielle. Si on est dans la résilience, c'est pas la même courbe. On est là, on tombe et on se relève. Donc c'est déjà intéressant, ça. Donc c'est la partie positive. Et puis après, en réfléchissant bien, je me suis dit, oui, en fait, alors, est-ce que c'est vraiment utile? Parce que quand on fait face à une crise, un traumatisme, ben, on ne revient jamais à l'état initial. Ben, c'est une illusion, ça. Hein. Et puis aussi, si on rentre dans la polycrise, c'est que s'il y a des traumatismes en permanence, on ne va pas faire de la résilience à chaque fois. On va plutôt ajuster le niveau de robustesse au niveau de fluctuation du monde. Et puis après, donc ça c'était pour, je suis passé de « Ah, c'est intéressant » à « Ah, c'est inutile ». Et puis après, donc la résidence Stockholm Resilience Center, la capacité à maintenir, s'adapter, se transformer. Alors, qu'est-ce qui n'est pas résilient? C'est un peu un fourre-tout idéologique ce truc-là quand même, hein, maintenir, adapter, transformer. Donc problème quand même, hein, on peut mettre plein de choses derrière. Et puis après, bah, quand on regarde en politique et en économie, c'est complètement récupéré. Maintenant, c'est une incitation à tomber pour sélectionner les résilients. C'est de la sélection darwinienne mal comprise. Et donc, là, c'est très embarrassant. Enfin, c'est la fameuse phrase de Thierry Ribaud dans Contre la résilience, pour ne pas avoir peur des radiations, il faut s'exposer. Ça, c'est à Fukushima. Politique nationale de la résilience. Hein. Donc, voilà. Donc pour moi, en fait, je n'utilise pas la résilience, que tout simplement, je pense que c'est pas le bon mot. Alors, ceux qui travaillent sur la résilience en socio-écologie, hein, il y a plein de noms. En fait, on est d'accord sur les solutions. C'est ça qui est dingue. Hein. En fait, c'est la même chose. Hein. C'est l'agroécologie, c'est le tout réparable, c'est les conventions, c'est les communs, etc. Mais sauf que le mot n'est pas bon, quoi. La dernière chose qu'on veut faire, c'est si le monde d'avant a craqué, s'il est complètement planté, la dernière chose qu'on veut faire, c'est revenir dans le monde d'avant. Donc évidemment qu'on va dérailler de ce monde-là. Donc en fait, on est robuste, et on travaille sa robustesse pour s'ajuster son niveau de robustesse à son niveau de fluctuation, et si jamais on atteint le seuil de robustesse que ça craque, on se transforme. Donc j'ai besoin juste du mot robustesse et transformation. Ce qui me paraît plus simple aussi, hein, ça évite d'avoir des mots qui enfument. Et peut-être sur, pendant que j'ai le micro, sur la société, la nécessité de désobéissance, en fait, il y a peut-être un penseur qui peut être intéressant là-dessus, c'est Saul Alinsky, un activiste américain des 30-60, qui pour moi est subversif sans être dans la destruction. C'est ça qui est extraordinaire. Et, quand on dit subversif, hein, c'est comme le répertoire de subversion de Chevalier là, sur les artistes qui font des subversions comme ça. En fait, c'est des stratégies de lutte sociale joyeuses, non violentes. Où au lieu de faire la grève comme on sait si bien faire en France, où en fait finalement ça épuise un peu tout le monde, ça n'invite pas forcément à l'action, on va plutôt confronter son adversaire à son propre évangile.
on va dire, ah bah oui, bah alors vas-y, ta logique, là, jusqu'où ça va, enfin vraiment, curiosité. Jusqu'à quel point c'est viable cette logique-là. Et puis souvent c'est avec des objets artistiques, justement, on revient à la culture, pour incarner l'objet. Il y a Stéphane Van Den Ede qui a utilisé ça en Belgique, il avait fait, c'était avec les banques belges qui voulaient mettre une taxe de 5 francs belges sur chaque fois qu'on retire 1000 francs belges dans les banques. Ils avaient fait un billet de banque de 995 francs belges, qui est un très gros billet, j'en ai un chez moi, il est extraordinaire, hein, c'est vraiment énorme et tout. Ils ont distribué ça massivement à Bruxelles, en faisant des coalitions, alliances latérales. Les banques sont revenues en arrière. Hein. Ils ont fait la même chose alors ça va rejoindre l'IA, puis comme ça je vais passer la main, sur le numérique, comité humain du numérique, extrêmement intéressant aussi à Bruxelles. Ils ont réécrit les lois à l'ère du numérique. Il faut se rendre compte que notre code civil, nos lois, ont été écrites avant l'ère du numérique. Et donc certaines ne sont plus adaptées, parce qu'on a ce nouvel alien qui est avec nous, l'IA et le numérique. Donc comment on fait avec ce monde-là? Ils ont fait pareil, des luttes à la Saul Alinsky, où en fait maintenant, ce qui est incroyable, c'est que le gouvernement de Bruxelles fait appel à eux pour voir s'ils n'ont pas raté un truc. C'est assez incroyable. Donc ça, là, je trouve qu'on déraille, mais en fait, c'est pas de la création destructrice. On construit, enfin on déraille, mais sans détruire finalement. Hein, on déraille. Poussant à l'absurde, en fait. Oui, voilà, exactement, poussant à l'absurde. Oui. Je peux dire un mot sur la question sur l'IA. Oui, donc moi j'encourage aussi tout le monde à résister à la tentation d'utiliser ChatGPT ou DeepSeek pour tout et n'importe quoi, pour une raison immédiate, évidente, qui est que le coût écologique est absolument désastreux. Bien supérieur, si vous posez la même question sur un moteur de recherche Google ou à ChatGPT, le coût écologique est bien supérieur avec ChatGPT qu'avec un moteur de recherche, même Google. Bon, donc ça c'est un aspect immédiat. Vous savez que si vous utilisez une IA générative globale, vous contribuez à accélérer la destruction de la planète. Mais il y a un autre aspect qui est moins connu, j'explique ça en quelques secondes, qui est que les IA génératives que vous connaissez, donc DeepSeek, Mistral, Grok, ChatGPT, etc., ont besoin d'être entraînées sur une quantité absolument énorme de données. Et on a déjà atteint le moment où la totalité des données disponibles sur Internet sont utilisées pour entraîner nos IA. Ce moment était prévisible, et donc des ingénieurs ont déjà, il y a quelques années, commencé à entraîner des IA sur les données d'Internet, plus les données produites par une IA, pour avoir plus de données, pour faire grossir l'IA. Donc quand vous faites ça, vous faites, admettons, une IA de deuxième génération, qui a été entraînée sur des données humaines et les données d'une IA. Une fois que vous avez commencé, si vous avez l'esprit un peu logique, vous dites, on n'a aucune raison de s'arrêter en si bon chemin, on va faire des IA de troisième génération qu'on va entraîner sur des données produites par une IA de deuxième génération. Vous continuez ainsi, et ce qu'on constate, alors la grande surprise, le grand désarroi des ingénieurs qui font de l'IA, c'est qu'à partir de la sixième génération, l'IA fait n'importe quoi. Et ce n'est pas des hallucinations au sens technique de ChatGPT, que vous pouvez faire halluciner très facilement. Elle fait littéralement n'importe quoi, elle est absolument plus fiable en rien. Alors, exemple, donc on a donné un alphabet un peu exotique, je ne sais plus si c'était Sumer, Assir, Babylone, à l'IA de degré 0, qu'on a entraîné sur des données humaines, en lui donnant l'instruction de transmettre l'alphabet à l'IA de la génération d'après qu'on allait entraîner avec les données qu'elle aurait produites. Et puis on a fait ainsi jusqu'à la sixième génération. À la sixième génération, on constate que toutes les lettres de l'alphabet sont identiques. Et donc l'alphabet a été perdu, l'information de l'alphabet a été perdue. Et ce n'est pas une hallucination, il n'y a aucun moyen de récupérer l'alphabet, etc. Ah oui. Et donc ça veut dire premièrement il y a une limite au gigantisme des IA, c'est des dinosaures IA, voilà, ça n'a pas duré très longtemps. Mais ça aussi, ça rétroagit sur Internet. Pourquoi? Parce que dès maintenant déjà, mais dans quelques mois, ça va être encore plus évident, si vous allez sur un site Internet, vous ne saurez plus, vous ne savez déjà plus vraiment si ce qui a été écrit par un humain ou par une IA. Et donc, dans quelques mois, on ne saura pas non plus si c'est un humain, une IA de génération 0, de première, deuxième, sixième génération. Donc, on ne pourra plus du tout entraîner les IA sur les données d'Internet, puisqu'elles seront plus fiables. Puisqu'on n'aura plus de moyen d'immuniser nos IA contre ce que certains appellent la maladie de la vache folle. C'est-à-dire, vous faites manger de l'IA aux IA, ça donne des IA qui déraillent complètement. Je m'insère parce qu'il y a un mot en biologie, ça s'appelle la consanguinité. Hein. Oui, c'est la consanguinité. L'effet photocopieur, quoi, pour faire l'information. Voilà. Et il y a un autre mot d'ailleurs qui est sorti, c'est le enshittification, l'emmerdification. C'est des plateformes, là, plus elles sont comme ça, et en fait, plus elles s'autodétruisent de elles-mêmes.
Et donc, c'est pas, moi, je ne serais pas surpris que dans 5 ans, 10 ans, on interdise purement et simplement les IA génératives globales aux consommateurs que nous sommes, aux usagers que nous sommes, parce que tout simplement, ça détruit Internet. C'est ça l'enjeu qui est derrière. C'est long, 5 ou 10 ans, non? Peut-être ça ira plus vite, j'en sais rien du tout. Mais on est typiquement dans le fantasme mortifère dont tu parlais tout à l'heure, hein, avec ChatGPT. Donc, vous avez compris qu'il fallait faire. Oui, alors c'est intéressant de dire ça, ça rebondit avec ce que vous avez dit. Et après, le spectacle que nous avons vu avec ces corps magnifiques, c'est que l'imaginaire, le fantasme qui est derrière la tech californienne, c'est celui d'une humanité sans corps. Hein. Ceux qui rêvent, qui vont pouvoir transplanter leur âme, leur cerveau, leur conscience, peu importe le mot qu'ils utilisent sur une machine, pensent qu'on peut penser sans corps. Donc ceux qui parlent d'ailleurs d'intelligence artificielle utilisent une métaphore. Ces machines n'ont rien d'intelligent, elles ne pensent pas du tout, du tout, du tout. Il n'y a pas le début du commencement de l'ombre d'une préface, d'une pensée dans une machine. Il n'y a pas de corps dans une machine. Et donc ce qui est derrière ça, de mon point de vue, c'est une vieille tentation occidentale qui vient de l'Orient, en fait, très ancienne, qui s'appelle la gnose, le gnosticisme. La gnose, au IIe siècle, c'est un monsieur qui s'appelle Valentin, on appelle ça la gnose valentinienne. C'est l'idée que nos corps, finalement, c'est vraiment pesant, la matière, c'est nul. On attend le jour, la grande singularité, ça vous rappelle quelque chose, où nous serons tous pneumatiques. Sauf ceux qui n'ont pas réussi, alors ceux-là, on sera éliminés, tant pis pour eux. Hein. Voilà. Et pneumatique, ça vient du grec, pneuma, c'est l'esprit. Donc on sera tous des esprits. Et donc ce que rêvent ces cinglés de la Californie, c'est qu'on puisse devenir des esprits. Voilà. Et c'est très grave, parce qu'une humanité sans corps, c'est juste pas l'humanité. C'est pour ça aussi que je pensais tout à l'heure, ce qu'on a vu, c'est un spectacle sur comment on devient humain, comment on s'approprie nos corps, en relation avec d'autres. Donc les deux dernières questions courtes pour deux dernières réponses courtes, et ensuite on va leur arrêter là. Vous ne connaissez certainement pas ce livre. Hein. Le titre, c'est « Une brève histoire de l'intelligence de Big Bang à Big Data ». Je l'écris depuis 10 ans et je n'ai toujours pas terminé, parce qu'entre-temps, j'ai découvert qu'il y avait l'intelligence émotionnelle. Et je n'ai pas entendu pour le moment encore parler de l'émotion. Avant, dans le spectacle, il y avait l'émotion, mais en fait, je suis président des grands-parents pour le climat en Suisse, et on s'aperçoit que pour le climat, il y a des résistances émotionnelles. Arrêtez de manger trop de viande, prenez pas trop la voiture, prenez pas vos vacances à Thaïlande, etc. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut réduire cette dissonance qui a déjà été évoquée? On sait, mais on ne veut pas. Dissonance cognitive et intelligence émotionnelle. Et puis la dernière question de cette soirée. J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit, Olivier, qu'on a tous les mots, mais on n'a pas la grammaire. Et puis en fait, ce matin, professeur Anne Simon, dans sa conférence sur la zoopoétique, a dit que justement en science, on a tendance à se focaliser sur les noms qui sont des concepts et des essences, et c'est ce que vous avez cité, la solidité ou la robustesse ou des choses comme ça, et que peut-être en littérature, ce qu'on apporte, c'est les adjectifs, les adverbes et les conjonctions qui sont le vocabulaire du non essentiel, et que c'est peut-être là qu'on peut remettre la nuance et du vivant. Je voulais savoir ce que ça vous inspire, vous ou Daniel, probablement. Merci. Réponse de notre planète. Ce que tu entendais par syntaxe, enfin, ce que j'entends, j'imagine que c'est les relations. C'est-à-dire comment on fait, on revient au système, quelles sont les relations entre ces éléments, ces concepts. Enfin, j'imagine que c'est ça, mais est-ce que une syntaxe veut dire aussi des règles? Ouais. Donc il faut qu'il explicite. Alors, alors, pour moi, les adjectifs, c'est des aspérités sur des noms, on pourrait dire comme ça, et les aspérités permettent les interactions. C'est vrai qu'un nom peut être un peu lisse, un concept peut être un peu lisse et ne pas assez interagir. Donc en effet, les adjectifs, les adverbes, voilà, on peut trouver des conjonctions pour les articuler, là ça permet d'articuler. Et peut-être en effet de faire des phrases. En fait, c'est ça qui nous manque, enfin pour moi en tout cas, hein, c'est qu'on a des mots mais on n'a pas de phrases. Et donc ça va peut-être aussi répondre sur comment on crée de l'émotion finalement, avec des phrases, avec des histoires. C'est ce que dit aussi Denis Meadows, qui est donc le premier auteur au rapport au Club de Rome, hein, qui devrait être dans sa posture hein, du chercheur, du systémicien, etc. Et il nous dit raconter des histoires. Enfin, c'est quand même d'une force incroyable que quelqu'un comme ça, qui a vu juste en 72, nous dise raconter des histoires.
On est encore voilà, dans une forme de phrase. Hein. Et peut-être pour répondre, enfin, je vais trop vite pour laisser sur les émotions et comment on fait pour... en fait, pour moi, dire voilà, on ne mange pas de viande, mettez des énergies renouvelables, etc., c'est trop punitif. Quoi. En fait, il faut bien comprendre que le mot écologie et social, enfin, ces deux mots-là sont démonétarisés. Quand on est dans l'écologie, on est punitif. Quand on est social, on est islamo-gauchiste. Ben, c'est terrible, hein, mais c'est pas une défaite, hein, mais il faut quand même accepter que là, on n'a pas d'approche sur taper dans un peu, enfin, pas taper, mais en tout cas, parler à un autre public, ça ne marchera pas. Donc en fait, pour cette histoire de monde fluctuant, l'intérêt, c'est que là, ça rassemble très large. Hein. Tout le monde le vit, le monde fluctuant, donc on peut rentrer dedans. Mais surtout, il faut créer du désir. Quoi. Ce qui fait qu'on va embarquer, c'est qu'il faut faire appel à la pulsion de vie, créer du désir. Et donc si dans ce chemin, il y a un renoncement, il faut qu'en face, il y ait au moins 5 bénéfices. Je dis 5, ça pourrait être 6, ça pourrait être 4, hein, 10 mais c'est parce qu'on est dans un moment de basculement culturel. Si on dit je n'ai plus la propriété privée pour ma voiture, pour mon logement, ou j'en sais rien, ça c'est un renoncement. Mais si en face on a 5 bénéfices, enfin, s'il n'y a qu'un seul bénéfice, on va pas changer, parce que c'est un changement culturel. Pourquoi changerait-on si c'est seulement pour un renoncement pour un bénéfice? Non, il faut au moins qu'il y ait, enfin, c'est une façon de le dire, hein, mais qu'il y ait au moins 5 bénéfices pour qu'on commence à s'arrêter, à se dire ah, peut-être que je passe à côté de quelque chose. Enfin, c'est vraiment de la stratégie, hein, c'est de la tactique, hein, mais c'est pour accrocher. Et toujours pareil, c'est pour arrêter. C'est pour créer ce moment où on dit ah, peut-être que je passe à côté de quelque chose, et donc peut-être que là, et ça c'est avant de créer du désir, hein, c'est juste créer ce moment où on se dit il y a un peu de jeu. Et en fait, ça va aussi répondre sur les adjectifs et tout ça. En fait, pour moi, ce qu'il faut, c'est créer du jeu dans les rouages. Alors du jeu, un J-E-U, hein, c'est pas du jeu, parce que le jeu J-E, ça c'est tout le monde de la performance, c'est un peu individualiste. Le jeu dans les rouages, c'est voilà, créer un jeu infini, quoi. Voilà, c'est plutôt ça. Mais il y a quand même une émotion que tu as mentionnée plusieurs fois, c'est la joie, qui est peut-être autre chose que le désir, où on est de nouveau en train de pointer un objet dans le futur. Hein. C'est le problème de créer des utopies, des imaginaires désirables, etc. Comment est-ce qu'on crée une joie actuelle, en fait? C'est peut-être ça la question. Qui se substitue à la peur, à l'angoisse, qui est actuelle. On n'est pas tellement dans quelque chose qui est projeté, là, c'est de dire, mais dans quel état, comment je peux articuler mon angoisse sans l'effacer avec quelque chose qui serait la joie, mais voilà, il y a des choses à inventer, oui. Je peux te proposer quelque chose, justement, parce que tu me tends la perche. En fait, l'angoisse doit changer de camp, hein, finalement, et donc c'est créer les conditions dans lesquelles il n'y a plus d'angoisse, parce que c'est fluctuant. On rentre dans un monde fluctuant, comment on fait pour que ce monde fluctuant ne nous angoisse pas? Alors, il y a une pratique qui est l'improvisation. L'improvisation théâtrale, l'improvisation jazz, l'improvisation en tango, comme on dit tout à l'heure. Et ben, ça, l'improvisation, en fait, c'est vous allez jouer avec les fluctuations. Et c'est ça qui va nourrir l'intention. Donc là, c'est joyeux. En fait, ça s'appelle la vie. Exactement, c'est la vie. Voilà, c'est vivre avec les fluctuations. Exactement, c'est ça. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, on s'est déconnecté de ça. En voulant tout planifier, en voulant mettre toutes les choses prévisibles, notre joie est triste, en fait. C'est la joie, c'est d'accomplir ce qu'on avait prévu de faire. Oui, alors qu'il faudrait avoir voilà. Exactement. Vivre avec les fluctuations. Vivre avec les... Oui, j'ajoute juste un mot, et je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit à l'instant. Donc, c'est le jeu au sens de Winnicott, hein, dont je parlais tout à l'heure, qui est l'espace de négociation intermédiaire où mon désir, l'espace de transition, voilà, où mon désir peut s'exprimer. J'ajouterais un mot, il y a une difficulté, je crois, qui est, moi c'est mon expérience, mais c'est aussi ce qu'on observe, les énergéticiens appellent ça l'effet rebond. Nous avons, nous autres humains, une espèce de jouissance spécifique à dissiper de l'énergie. Alors, exemple caractéristique incroyable, au moment du premier confinement, le printemps 2020, vous avez des Américains qui ont pris l'avion pour aller nulle part. Donc l'avion a décollé du point A, il est resté 4 heures dans le ciel, il a atterri au point A. Alors on pourrait dire pourquoi? Parce que dans l'avion on est mal assis, le voisin ronfle, le sandwich est trop petit, dès qu'il y a des turbulences tout le monde a peur, donc quel est l'intérêt de faire ça, quoi? Mais c'est la jouissance en partie inconsciente, hein, de dissiper de l'énergie. Si vous pensez que vous êtes le plus humain possible, le plus puissant à la quantité d'énergie que vous dissipez à la seconde, ben, prenez un avion. Alors prenez une fusée si vous en avez les moyens, mais sinon
Et donc, et on voit la même chose si vous allez sur Internet, vous avez le même contenu d'information disponible sous forme d'une vidéo, d'une image ou d'un texte. Tout le monde commence par la vidéo, puis l'image, puis le texte. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus d'énergie dissipée dans la vidéo, un peu moins dans l'image, et pas du tout, sinon pour la construction elle-même, et l'éclairage simplement de l'écran dans le texte. Oui. Donc là, il y a un enjeu, et donc c'est l'effet rebond. Hein, par exemple, nos voitures aujourd'hui, c'est bien connu, hein, ont un bilan énergétique à peu près équivalent malheureusement à celui des voitures de nos parents des années 70, alors qu'elles sont beaucoup plus efficaces, mais entre-temps, on a mis un ordinateur de bord, un tom-tom, voilà, qu'elles sont quelquefois plus longues pour certaines d'entre elles. Donc à chaque fois qu'on fait un gain en efficacité énergétique, on le perd en s'inventant des nouveaux besoins pour pouvoir continuer de dissiper de l'énergie. Donc là, il y a un enjeu qui est, moi je dirais même spirituel, hein, qui est d'éducation du désir. Voilà. Non pas de suppression du désir, et c'est là que le procès qui est fait aux écolos, à mon avis, est un procès de mauvaise foi, mais dont je suis bien d'accord, il faut tenir compte, malheureusement. Donc on nous accuse d'être punitifs, bon. Et le point, c'est pas du tout de supprimer le désir, au contraire, c'est de l'éduquer pour qu'il puisse grandir vraiment, et autrement. Voilà. Et faire entendre, moi je crois, hein, que... Donc c'est une très belle parole d'un grand théologien, on va faire un tout petit peu de théologie ce soir, un grand théologien du IVe siècle, le Cappadocien, Saint Grégoire de Nice, qui dit « L'accomplissement du désir n'est pas dans son extinction, mais dans son accroissement. » Et donc, mettre en place une école du désir qui lui permette de grandir vraiment. Parce que prendre l'avion, ça ne fait pas grandir mon désir du tout. Ce sera le mot de la fin. Merci Grégoire de Nice. Merci beaucoup. Merci. C'était magnifique. Merci à René Mignon, merci à Olivier, merci à André, merci à Alain. En tout cas, la joie était présente dans cette discussion et dans ce débat. Le bar est ouvert, c'est le moment de cultiver notre communauté, de cultiver aussi peut-être de créer peut-être du désir. Les écotopiens reprennent demain. Bonne soirée à tout le monde, merci d'être venus si nombreux et nombreuses, et à bientôt.